Monsieur Guénaud, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle WIV. Monsieur Guénaud, en jeune étudiante que je suis, honorée de réaliser votre portrait, j'ai cherché au début à nous trouver un point commun afin de mieux vous comprendre. Une sorte de syndrome à la mardisienne en quelque sorte. Au début, j'ai eu du mal, mais j'étais dans l'erreur. Au risque de choquer, mais je dois vous l'annoncer, nous sommes intimes. Pas depuis longtemps, ou alors ponctuellement. Tous les deux, nous avons passé de longues nuits, partageant ce même lit, d'incertitude et d'angoisse, étreints dans de la même terreur, celle caractéristique du travail d'écriture, le drame de la page blanche. Et d'un coup, je vous ai compris. Pas besoin de monter à 39 000 mètres pour être pris de vertige. Le saut du premier mot, de la première phrase, est bien plus effrayant que la chute libre de ce bon Félix Baumgartner. Mais, ayant fait ce constat bien maigre, ma page restait désespérément blanche. J'ai ensuite révisé mes classiques et un air se mit à me trotter dans la tête. Je te présente, tu t'appelles Henri. Bon, certes, vous voulez bien réussir, être aimé, être beau, gagner de l'argent et surtout être intelligent. Mais à un homme comme vous, pour des êtres comme nous, pour un public comme vous, ça serait donner du balavoine aux cochons. Je désespérais. Je n'ai pas votre plume, encore moins votre talent. Et pourtant, je suis comme ce Christian de Novillette, bégayant sur scène devant l'homme que j'aime. Parce que, monsieur Guénaud, vous êtes un idéal. Un idéal un peu vieux jeu, certes. Mais qui ne rêve pas de ravir une femme rien que par un discours? Et quelle femme peut rester insensible à un bon mot doux? Car en bon Cupidon, vous en avez décoché des flèches depuis 55 ans. Quelques-unes, j'espère, à votre mère, femme de ménage, qui s'est dévouée à votre éducation. D'autres à l'ENA, sans succès cette fois. À 3 reprises, vous manquez la cible. Meilleur tireur que punter, monsieur l'Arlésien? Petit, frustré d'avoir dû refuser des invitations que vous ne pouviez rendre, vous vous donnez les moyens d'une ascension sociale en misant tout sur l'éducation. Cette éducation républicaine que vous chérissez tant et dont vous vantez tant les mérites. Une licence d'histoire et un DEA de politique économique en poche, vous passez tour à tour du Crédit Lyonnais à la direction du Trésor, puis au Club des créanciers de Paris. Mais monsieur Guénaud, vous êtes d'abord une ombre. Vous commencez en travaillant au service de Jacques Chirac pendant les 2 campagnes de 85 et de 88 et de 95, initiant d'ailleurs le thème de la fracture sociale. Entre-temps, Philippe Séguin vous prend sous son aile comme chargé de mission et en 1995, vous êtes promu commissaire général au plan, devenant ainsi le plus jeune homme nommé à ce poste. Guénaud, comme Cyrano, malgré votre fidélité en amitié, vous vous verrez trahi. C'est en effet Jacques Chirac qui signe le décret vous débauchant suite à la publication d'un rapport contraire à l'analyse gouvernementale, comble de l'ironie sur le chômage. Carte malchance, rendez-vous directement à la case ANPE, ne passez pas par la case ministre et ne touchez pas 20 000 francs. Face à cet isolement du pouvoir, vous devenez alors un peu l'homme à tout faire pour gagner votre vie. Vous affûtez votre plume pour votre premier livre, L'étrange renoncement. Votre ami Charles Pasqua vous confie l'élaboration d'une charte d'aménagement pour les Hauts-de-Seine. Vous devenez ensuite conseiller scientifique pour la diffusion de l'information technologique, avant de vous investir au niveau environnemental pour la maîtrise de l'énergie. Mais les galères ne s'arrêtent pas là, puisqu'en 2001, embarqué avec Philippe Séguin dans la campagne municipale pour le 5e arrondissement de Paris, vous essuyez également une véritable humiliation lorsque vous êtes éliminé dès le premier tour avec moins de 10% des voix. Cyrano des temps modernes, vous aidez à partir de 2006 le petit Nicolas à conquérir France, celle qu'il aime. Après avoir écrit à 4 mains une tribune publiée dans Le Monde qui conteste à la gauche le monopole de la justice sociale, vous décidez de vous dévouer à sa cause. Comment alors ne pas vous imaginer, caché sous l'estrade à la Concorde, le visage masqué par le lierre des cablifi, soufflant son texte à l'amoureux transi qui s'agitait sur scène, gratuitement encore à l'époque. Comment ne pas vous voir lié par votre engagement et votre amour de la France, dévoré d'envie sûrement,
de jalousie peut-être. Et vos textes ont fait mouche, à Dakar comme en province. À chaque fois, ils ont surpris, ils ont ému et ils ont déchaîné les passions. À commencer par la vôtre, quand certains ont osé juger racistes ou indignes certaines de vos idées. La différence de physique avec Cyrano n'a donc d'égal que votre ressemblance de caractère dans l'irascibilité. Cet orgueil, ce tempérament sanguin, ce côté incontrôlable, diront certains, vous vaudront cette remarque du président Sarkozy « J'aime les fêlés, ça me rassure ». Avec des pointes de Jaurès, de Blum, vous agrémentez les discours du candidat, puis du président, des diverses influences qui ont construit votre personnalité politique. Votre plume accouchera de la victoire de 2007. Vous devenez ainsi, pour beaucoup, l'homme qui dérange, car votre rapprochement avec Nicolas Sarkozy n'est pas uniquement professionnel. Vous tissez avec lui une relation privilégiée. Vous passez avec lui des nuits intenses, j'en serais presque jalouse. Vous l'épuisez, tout cela pour concevoir un beau bébé, un nouveau discours. Mais vibrer par procuration, cela ne vous suffit pas. Alors que les plumes se font en général discrètes et travaillent dans l'ombre, vous commencez à aimer la lumière et n'hésitez pas à vous exprimer. On vous surnommera d'ailleurs la plume qui parle. En 2012, Nicolas fait l'école buissonnière, flirtant avec Marine, et à la fin, c'est François qui gagne. Comme vous l'aviez annoncé d'ailleurs, avec cette phrase prémonitoire, la défaite morale précède toujours la défaite politique. Cependant, vous avez plus d'une plume à votre arc, et après une courte période d'abattement, l'ambition reprend le dessus, et vous volez de vos propres ailes vers la députation de juin 2012. Mais député, c'est encore trop peu. Vous briguez alors la présidence de l'UMP pour ouvrir une troisième voie et vous offrir une forte exposition médiatique qui, on doit vous l'avouer, nous a légèrement incité à vous inviter ce soir. Sans le nombre de signatures nécessaires pour devenir candidat, vous ne renoncez pas pour autant, en défendant aux côtés de MAM ou de Bernard Accoyer, entre autres, votre mention gaulliste en vue du congrès de l'UMP de novembre prochain. Pour conclure cette présentation, je n'ai d'autre issue que de pasticher une dernière fois Cyrano. Voilà ce qu'à peu près j'aurais voulu vous dire si j'avais eu un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, ô le plus lamentable des êtres, que je n'en eus jamais un atome, et de lettres, je n'ai plus que les trois qui forment le mot « fin ». Bonne soirée et bon débat à tous. Monsieur Guénaud, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation tout d'abord. Et comme le veut la tradition, vous disposez d'un droit de réponse à la présentation qui a été faite de vous par Caroline. Merci d'abord de votre invitation. Merci pour cette présentation. Non, je ne vais pas répondre, ce serait inélégant. Non, c'était un très beau portrait. Il manque beaucoup de choses. Il y aurait des choses à dire effectivement sur chaque moment de ma vie, mais c'est très bien comme ça. Voilà. Juste une petite remarque, simplement sur 2001. Vous avez parlé d'humiliation. Vous savez, l'humiliation, c'est pas un fait objectif. L'humiliation, c'est ce qu'on ressent. On décide de se sentir humilié ou pas. Je me suis pas du tout senti humilié par le résultat dans le 5e arrondissement. Le lendemain matin, j'étais invité sur une chaîne de télévision. Et le journaliste m'a dit comment vous prenez votre défaite et je lui ai dit, très simplement, les électeurs du 5e arrondissement ont sans doute choisi celui qui leur ressemblait le plus. Voilà. Et je n'ai pas changé d'avis. On m'a dit, il ne faut pas dire ça en politique. Ben, tant pis, il faut faire de la politique comme on a envie de la faire, sinon c'est une activité parfaitement dérisoire. C'était un jour comme un autre dans la vie d'Henri Guénaud ? Non, c'est pas un jour comme un autre, mais faut prendre des choses. Faire de la politique, ça consiste à aller à la rencontre des gens, à leur dire ce qu'on pense, ce qu'on veut. Et puis s'ils sont d'accord, ils votent pour vous. S'ils ne sont pas d'accord, ils ne votent pas pour vous. On va faire autre chose. Je ne me sens pas mis en cause parce que les électeurs décident à un moment donné de ne pas être d'accord avec moi. Ben, ils ne sont pas d'accord, tant pis pour eux. Monsieur Guénaud, si vous voulez dire, nous allons donc commencer par parler un peu de vous. On vient de le faire un peu. On l'a beaucoup fait là. Oui. Donc vous avez été le conseiller de Nicolas Sarkozy depuis 2007, même depuis 2006. En bon philosophe qui veut devenir roi, on vous a vu de plus en plus intervenir sur la scène publique.
intervention qui culmine notamment avec votre propre discours de Villepinte, qu'on voit juste ici, le 11 mars dernier. Cela témoigne-t-il d'un écart entre vous et le président, d'un écart croissant entre la plume et la voix? Non, pas du tout. Pas du tout, mais c'était... moi, je ne me suis jamais considéré comme un écrivain public ou professionnel, comme un mercenaire de la plume. C'était un engagement. Mes engagements, je les ai toujours vécus au grand jour. Celui-là aussi, voilà. Donc, chaque fois que j'avais quelque chose à dire, eh bien, je le disais, tout en étant conscient que je n'engageais pas que moi-même, mais aussi le président de la République, donc je faisais attention à ce que je disais sans me renier. Voilà. Vous pensez que M. Sarkozy ne pouvait pas affirmer ses décisions, affirmer ses opinions seul? Oui, mais je pense qu'il avait besoin d'être relayé, et je ne suis pas sûr qu'il ait toujours trouvé tous les relais nécessaires. Vous pensez à certaines erreurs de politique, des erreurs de communication que vous auriez tenté de rattraper? Non, pas tenté de rattraper, non. Je participais à une politique, j'avais envie de l'expliquer, de dire pourquoi. Et voilà, c'était un combat commun. Continuons. J'aurais aimé que tout le monde le mène avec autant de vigueur et d'intensité dans la majorité. Pas de messe basse sans curé, vous pouvez dire tout à qui vous pensez, ça fera plaisir à tout le monde ce soir. Non, c'est pas toujours bien de dire à qui on pense, c'est mieux parfois de laisser chacun trouver la réponse à une question. Voilà. Bien. Donc continuons encore un peu sur vous, plus en profondeur encore cette fois. On vous a beaucoup regardé, vous l'imaginez, pour préparer cette interview. Et on s'est rendu compte qu'à l'inverse de la plupart des hommes politiques, notamment Nicolas Sarkozy, qui joue souvent beaucoup sur le charme et sur la séduction, vous étiez souvent un peu plus froid, un peu plus distant, parfois même brutal. Est-ce que c'est votre apprentissage tardif de la scène publique ou êtes-vous tout simplement un grand timide? Oh, je suis peut-être un grand timide, mais je suis comme je suis. Je pense qu'aller sur la scène publique en étant autre chose que soi-même, c'est pas bien. C'est pas bien. Au fond, la seule chose qui peut donner un peu de valeur à la parole politique, c'est la sincérité. Donc j'essaie d'être sincère avec moi-même. Voilà, il m'est arrivé, mais assez rarement quand même, de m'énerver. Bon, simplement quand je m'énerve, c'est assez spectaculaire. Voilà. Non, violent, non, je n'ai jamais agressé personne. J'ai agressé une table un jour qui était voilà. Mais pas tellement la personne qui était de l'autre côté. Voilà, non, je suis comme je suis. Donc vous êtes comme vous êtes. Vous êtes gaulliste, on le sait, et vous défendez d'ailleurs cette motion lors du prochain congrès de l'UMP qui aura lieu en novembre. Pourtant, vous avez notamment écrit dans votre livre que le gaullisme est une histoire qui commence avec le général de Gaulle, qui se termine avec lui. Absolument. Et donc concrètement, en 2012, qu'est-ce qu'être gaulliste? Vous êtes entraîné avec les journalistes politiques ou avec ceux du Grand Journal? Non, du tout. Figurez-vous qu'on avait pensé à la question avant et qu'on était très énervé de voir qu'on vous l'avait déjà posée. Le gaullisme en 30 secondes sur un plateau de télévision. Non. Oui, le gaullisme, c'est une histoire. Elle commence effectivement, on va dire, le 18 juin 40 et elle s'achève avec le départ au pouvoir du général de Gaulle ou avec sa mort, si vous voulez. Qu'est-ce qu'être gaulliste aujourd'hui? C'est trouver dans cette histoire encore des leçons de politique, de morale qui sont actuelles. Voilà, moi je me reconnais dans cette histoire. Je ne sais pas ce qu'aurait fait le général de Gaulle aujourd'hui. Cette habitude absolument stupide de vouloir faire parler les morts. Ah, s'il était là, il aurait, j'en sais rien. Personne ne le sait, pas plus que je ne sais ce que j'aurais fait le 18 juin 40, vous non plus d'ailleurs. Voilà, mais voilà, cette histoire, elle me parle encore. Voilà, c'est simple, la politique, ça commence quand même par des références, ça s'ancre dans une histoire, dans une culture, dans une histoire nationale et personnelle aussi. Donc si vous étiez président de la République, héritier du gaullisme, quelle mesure phare, quelle décision prendrez-vous pour faire honneur à votre mentor spirituel? Si je vous répondais de but en blanc, je ferai de la politique exactement comme je déteste en faire et comme je reproche aux autres d'en faire. Voilà, donc il n'y a pas. Ça Quel esprit insuffleriez-vous à votre quinquennat? Comment? Quel esprit insuffleriez-vous à votre quinquennat? Mais c'est pas un problème simplement d'esprit. D'abord, c'est un rapport à la politique. C'est d'abord une leçon de morale. Le gaullisme, au fond, c'est l'affirmation d'une liberté humaine, d'une certaine idée de la liberté humaine, avant d'être l'affirmation toujours répétée d'une certaine idée de la France. Ça commence le 18 juin, parce que
ce que Malraux appelait un refus contagieux. Il dit, voilà, le gaullisme, c'est la force du non dans l'histoire. La capacité pour un homme ou pour un peuple à dire non à ce qui menace de l'asservir. Ça commence par là, le gaullisme, et c'est quelque chose de beaucoup plus profond que la politique, ou ce qu'on appelle généralement la politique. C'est une leçon de morale, c'est une certaine idée de la dignité, de la liberté humaine. Voilà. Et ça amène à concevoir la politique comme la volonté humaine dans l'histoire, opposée à tous les déterminismes, qu'ils soient économiques, techniques, naturels, qui menacent toujours d'asservir l'homme. Bien. Alors, nous parlions... C'est très important parce que on sort d'une trentaine d'années où la politique était considérée comme ne pouvant plus avoir aucune influence sur les événements. C'est d'ailleurs un débat qui n'est pas terminé. C'est cette idée que la politique, c'est au mieux de la gestion, ça peut agir un peu à la marge, corriger quelques conséquences, mais que ça ne peut pas faire l'histoire. Mais si c'est pas la politique qui fait l'histoire, c'est-à-dire nous tous, qui fait l'histoire? Il n'y a plus d'histoire. Vous pensez que Sarkozy a dit non à la crise, a fait l'histoire, a réussi à imposer la politique? Je pense que Sarkozy, on peut lui reprocher beaucoup de choses, critiquer sur beaucoup de sujets, mais c'est quelqu'un qui a toujours pensé que la volonté politique pouvait peser sur les événements. Voilà. Vous savez, le jour où vous vous trouvez devant Alstom qui est au bord du dépôt de bilan, vous avez deux solutions en disant « Oh là là, j'y peux rien, c'est une entreprise privée, ça ne me concerne pas, puis ça crée plus d'ennuis qu'autre chose. » Donc, et vous employez la fameuse formule de Jospin. Vous vous souvenez, devant la crise chez Michelin, il avait dit l'État ne peut pas tout. Voilà. Ça, c'est une formule qui a l'air d'être une formule de bon sens, et qui en réalité est une formule qui témoigne d'une profonde défaillance morale. Parce que dire je ne peux pas tout, ça veut dire moi j'y suis pour rien, je n'ai même pas de décision à prendre. Ou ça veut dire ne pas faire de promesses qu'on ne peut pas tenir. Non, ça veut dire moi je ne suis pas concerné. Voilà, je suis impuissant, donc je ne suis pas responsable. Et un homme politique responsable, pour moi, la morale de la politique, ça consiste non pas à dire l'État ne peut pas tout, mais à dire si on ne veut pas intervenir, je ne veux pas. Je ne veux pas intervenir parce que je pense que les conséquences feraient empirer la situation, par exemple, au lieu de l'améliorer. J'assume la décision de ne pas intervenir. C'est moi qui décide de ne pas intervenir et j'ai des raisons et je vous les explique. Et j'en prends la responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord, vous me sanctionnez. Mais j'assume cette responsabilité. Dire je ne peux pas, ça veut dire je ne suis pas responsable. Et on aurait pu dire la même chose pour Alstom. Sarkozy, c'était quelqu'un qui disait ça, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter de ne pas tout faire pour essayer de sauver cette entreprise parce que je juge, à tort ou à raison, qu'elle a une dimension stratégique et qu'en plus elle n'est pas perdue, c'est un accident industriel, donc je vais la sauver. Est-ce qu'on ne s'enferme pas dans un aveuglement idéologique dans ce cas? Je ne peux pas, je dois agir vite, donc je vais répondre à ce qui m'a été inculqué, à peut-être mon inconscience politique, et non aux raisons pratiques qui pourraient dicter le bon comportement à suivre. Je ne comprends pas le sens de la question. Est-ce que dire il faut agir à tout prix, il faut agir maintenant, on ne peut pas dire non, on a 5 ans pour agir, c'est pas aussi risqué d'agir trop vite? Non, on peut dire non, mais non à la fatalité. Oui, on est là pour agir. Voilà. On est là pour... Oui, quand il y a du chômage, on est là pour tout faire pour qu'il y en ait moins. Oui, quand il y a une entreprise qui s'effondre, on est là pour tout faire pour qu'elle ne s'effondre pas. Et si on juge que ce qu'on va faire va aggraver la situation, on ne le fait pas, mais on l'assume à ce moment-là. C'est un choix assumé, c'est une responsabilité que l'on prend devant les citoyens. Mais à ce moment-là, il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. Il faut aller dans l'usine, voir les ouvriers, leur dire écoutez, voilà, soit vous dire votre sort ne m'intéresse pas, soit leur dire écoutez, tout ce que je ferai ne permettra pas de résoudre le problème, donc on va s'occuper de vous autrement. Mais dire très loin de tous les gens qui souffrent, écoutez, j'y peux rien, moi c'est votre problème, c'est pas le mien, c'est une drôle d'attitude parce que ça s'arrête où? On raconte, c'est une anecdote qu'on racontait son entourage, quand Sarkozy était ministre de l'économie et des finances à Bercy et qu'il y a eu l'affaire d'Alstom. Évidemment, toute la technostructure expliquait que c'était pas sauvable. Il fallait aller s'occuper d'autre chose.
et il avait reçu le conseiller qui avait fait la note, et il avait dit, écoutez, vous allez la refaire en vous mettant dans la peau de quelqu'un dont le père travaille chez Alstom. Voilà. Et ça change tout. Ah oui, ça change tout. D'ailleurs, brusquement, celui qui fait la note, il est impliqué dans ce drame à la fois économique, social, humain, et il va chercher comment on peut faire pour l'éviter. Voilà, c'est le devoir de la politique, c'est aussi le devoir du chef d'entreprise, c'est le devoir du médecin que de tout faire pour sauver son malade, au lieu de le regarder de loin et de dire de toute façon j'y peux rien. Voilà, c'est... Dire je ne peux pas tout et je ne peux rien, c'est quand même une différence. Mais non, mais dire je ne peux pas tout, ça veut dire qu'on renonce à prendre une responsabilité face aux difficultés des autres, aux drames auxquels on est confronté, etc. Ben oui, le médecin, son devoir, c'est de tout faire pour sauver le malade. Il sait bien qu'il ne le sauvera pas forcément, mais s'il commence par se dire c'est trop compliqué, c'est trop dangereux, c'est trop risqué, j'y peux rien, ça s'arrête où? Ça s'arrête à quel moment? C'est vrai pour toutes les fonctions de responsabilité qu'on peut avoir dans la société. Encore une fois, c'est un problème de morale de la responsabilité, morale de l'engagement aussi. Vous évoquiez tout à l'heure l'ex-chef de l'État. Comme Caroline le rappelait pendant sa présentation, pendant la dernière campagne, vous avez dit, et je ne crois pas que c'était par hasard, si on fait la guerre aux musulmans, si on fait la guerre aux pauvres, on perdra. La défaite morale précède toujours la défaite politique. On a assisté à une défaite politique. Est-ce qu'elle était le résultat d'une défaite morale? Vous devriez faire journaliste politique. C'est pas mon intention. Bon, on ne sait jamais. Vous avez du talent. Vous en avez sans doute d'autres, mais non. D'abord, cette phrase n'a pas été prononcée. Cette phrase n'a pas été prononcée pendant la campagne, mais avant. Oui. Ils sont déchaînés là. Ils sont heureux. Hein? Ils sont heureux, c'est bien. Non, mais ils ont envie de parler de tous vos autres talents, apparemment. Donc, non, c'est une phrase que j'ai prononcée avant la campagne électorale, qui a été diffusée après, puisque ce film avait été tourné pendant les mois qui précédaient la campagne, sans qu'on sache que serait la campagne, ni même ce que seraient les résultats. Ça vous est pas venu comme ça? Non, attendez. C'est une phrase que j'assume, c'est ma conception de la politique. Ouais, je pense que quand on fait ça, en général, on perd. Si on dresse les gens les uns contre les autres, on perd. Il y a une forme de morale peut-être immanente de la politique. Et est-ce que Nicolas Sarkozy a cherché à diviser les gens? Je ne le crois pas. Est-ce que les gens se sont sentis stigmatisés? Peut-être. Et vous le comprenez? Ou ça vous est totalement étranger et vous comprenez toujours pas pourquoi? C'est difficile de se mettre à la place des autres. Je pense qu'il y a eu des moments. Bon, il y a eu pendant le quinquennat, il y a eu, c'est vrai, des sorties de route, des dérapages qui ne tenaient pas forcément au président de la République. Je veux dire, dans le débat sur l'identité nationale était un bon exemple. La question posée, c'est une question fondamentale. Elle n'a rien de scandaleux. Qu'est-ce qu'être français au XXIe siècle? C'est une vraie question. C'est une question qu'on se pose dans tous les pays. Évidemment, mais il y a eu des dérapages qui ne relevaient pas de grandes questions philosophiques comme celle-là, qui ont été du fait du président de la République. Par exemple. Pour en prendre une ou deux, quand sur France Info, il parle des 2 soldats qui viennent d'être tués par Mohamed Merah en disant des musulmans d'apparence, ça veut rien dire. Quand il parle de la viande halal à Saint-Quentin en disant c'est au cœur des préoccupations des Français, c'est faux. Il y avait des sondages d'opinion à l'époque qui mettaient que c'était la 8e ou 9e préoccupation, mais loin après le chômage, loin après la sécurité, loin après la santé. Tout ça peut quand même engager à ce que des gens se sentent un peu stigmatisés et pointer du doigt. Franchement, je pense que la façon dont a été gérée l'affaire Merah a été impeccable et il a beaucoup fait à ce moment-là pour qu'il n'y ait aucun amalgame. Et d'ailleurs, tous les représentants des différentes religions l'ont reconnu. Donc, l'affaire Merah n'a donné lieu à aucune exploitation stigmatisante de qui que ce soit et à aucun amalgame. Quant à la viande halal, c'est un autre problème. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que toutes les enquêtes montraient que c'était à ce moment-là, dans la semaine concernée, le principal sujet
des Français. Principal sujet de discussion. Mais on peut en parler puisque vous l'évoquez. Le problème d'abord, c'est pas lui qui a mis la viande halal sur le tapis, c'est Madame Le Pen. Oui, mais il l'a bien relayé. Voilà, donc il y était. Qui le relie. Attendez, il y était. Non, mais il y était. Est-ce qu'il faut ne pas parler d'un sujet de ce genre lorsqu'il est sur la table? Je vais vous dire, moi, je pense exactement le contraire. Parce que quand même, ça posait un vrai problème. C'était une question qu'on s'était déjà posée pendant le quinquennat à plusieurs reprises. Et qu'on avait écarté à tort, pour des raisons qui n'avaient rien de moral, mais qui étaient des raisons strictement économiques. Bon, là, vous connaissez l'argument, c'est si on se met à étiqueter la viande halal, eh bien on met en danger, on met en péril l'équilibre économique de la filière de la viande en France. C'était le seul argument. Parce qu'enfin, pourquoi on aurait le droit de tout étiqueter, de tout tracer, sauf le mode d'abattage? Il y a quand même quelque chose d'assez immoral dans cette histoire. On fait une dérogation que je trouve tout à fait légitime pour satisfaire des exigences religieuses. C'est une dérogation. Le droit français, européen, interdit de faire subir ce traitement aux animaux. C'est un droit acceptable ou pas, c'est bon ou mauvais, c'est le droit. Bon. Un certain nombre de religions veulent que l'abattage se fasse dans des circonstances particulières. On donne donc une dérogation à une minorité pour qu'elle puisse pratiquer sa religion. Et puis là-dessus, on vous dit, oui, mais alors, comprenez, si la minorité la pratique, c'est quand même beaucoup plus économique si tout le monde mange de la viande halal ou de la viande cachère. Comment voulez-vous construire, fonder une société, une civilisation sur ces bases-là, sur ces fondements-là, avec un argument qui était un argument, encore une fois, uniquement marchand. Uniquement marchand. Comment ? L'islam commence à rentrer dans la culture française. Ah non mais d'accord, mais moi il se trouve que je respecte parfaitement l'islam, je suis très content qu'il y ait... Mais le jour où on va me dire on ferme les églises, vous allez dans les mosquées, je ne vais pas être d'accord. Je veux dire que pourquoi serais-je obligé? Je suis tout à fait d'accord pour qu'on puisse consommer de la viande halal, pour qu'on puisse en vendre, pour qu'on puisse abattre les animaux. Je ne suis pas d'accord pour qu'on me dise, dès lors que je l'autorise, vous êtes obligé d'en manger aussi. Je suis pas d'accord. Pourquoi ça serait d'abord le seul domaine dans lequel vous ne pouvez pas étiqueter? Pourquoi on étiquette tout, on veut la traçabilité partout, et là on vous dit, ah non, là vous êtes obligé, la majorité est obligée de faire comme la minorité. Voilà, ça pose un problème profond. C'est pas un problème simplement, c'est un problème moral. Et tout ça, pas du tout au nom de la liberté religieuse qui n'est pas en cause, mais uniquement parce qu'il y a un problème économique. Donc, la polémique sur la viande halal n'avait rien à voir. Non, mais la viande halal n'était pas le sujet majeur, mais ce qu'exprimait ce sujet est un sujet majeur. Pourquoi? Parce que ça nous renvoie à toute la mécanique de la mondialisation et de l'aplatissement du monde. C'est je décide quelque chose qui a une raison économique, une raison d'être économique, et à partir de là, je l'impose à tout le monde parce que voilà, vous avez rien à dire, comprenez, l'économie commande. Ben non, l'économie elle commande certaines choses, mais pas tout. Voilà. Et c'est exactement le problème qui était posé, et c'est exactement pour ça que ça, contrairement à ce que vous pensez, ça a émouvé beaucoup de gens, et que vous retrouverez ce genre de problème, et c'est en n'en parlant pas que vous ferez le jeu des extrêmes. Voilà, il y a quelque chose qui est profondément choquant dans cette affaire. Et ce qui était choquant aussi, c'était les contorsions de la technocratie pour expliquer qu'il n'y avait pas de problème. Bon, alors on dit très bien, il y a 5% seulement de la viande consommée qui est produite par les abattoirs parisiens de la région parisienne qui font finalement que de la viande halal. Donc c'est pas grave. Oui, le problème c'est que les autres abattoirs dans le reste de la France, ils en font aussi moins, mais ils en font aussi. Bon, donc voilà, ce problème existait, il avait été mis sur la table d'une manière qui ne me plaît pas, mais peut-être, mais vous pouvez pas dire non, ça m'intéresse pas. Vous allez pourrir tous les rapports sociaux en faisant ça. Voilà. Alors justement,
on parlait des extrêmes. Belle intervention. Quand on compare la mécompréhension qui a touché Sarkozy à la suite de sa défaite à la vôtre, par rapport aux idées notamment de Patrick Buisson, vous répondez souvent « si je n'avais pas été d'accord, je serais parti ». Donc c'était que vous étiez d'accord avec la campagne de 2012, et pourtant, lorsque vous justifiez votre engagement dans la campagne pour la présidence de l'UMP, cette fois-ci, vous la justifiez en expliquant que vous n'êtes pas d'accord avec les idées de Jean-François Copé et de François Fillon, qui eux se réclament précisément de cette campagne de 2012. C'est pas un peu contradictoire ? Non, je ne vois pas où est la contradiction. Nous avons tous fait cette campagne. Ceux qui avaient un problème de conscience n'étaient pas obligés de la faire. Voilà. Moi, je n'ai trouvé dans cette campagne, si j'ai pu à certains moments trouver le ton désagréable, parfois même détestable, je n'ai trouvé aucun mot et aucune mesure qui me choque. Voilà. Et je suis prêt à discuter avec n'importe qui des propositions qui ont pu être faites. Qu'est-ce qui était choquant ? Quoi ? De demander à ce que les mères de famille qu'on fait venir par le regroupement familial apprennent un peu de français avant de venir ? C'est choquant ? C'est nazi ? C'est facho? Non. Je pense que c'est quand même mieux une mère de famille qui parle un peu le français. Ça lui évite, d'être complètement isolé par rapport à son environnement. Ça lui permet de suivre un petit peu les études de ses enfants. Qu'est-ce que ça a de choquant? Bon, dans les propositions et les mots employés par le président de la République à l'époque, il n'y avait rien qui ait choqué ma conscience. Ça ne veut pas dire que j'étais d'accord sur tout avec M. Buisson. Tant que M. Buisson était conseiller et que le président de la République faisait sa propre synthèse et que dans sa synthèse, rien ne me choquait, je n'avais pas de raison de partir. Et je ne suis pas parti, donc j'assume. J'assume. Je ne trouve rien de plus détestable que ces gens qui sont d'une vulgarité inouïe, qui font des pieds et des mains, qui se roulent par terre pour être ministre jusqu'à la dernière seconde. Roselyne Bachelot ? Par exemple, jusqu'à la dernière seconde. Voilà. Non mais il faut comprendre, c'est quoi la dignité humaine? C'est quoi? Vous vous roulez par terre jusqu'à la dernière seconde pour rester ministre, et puis le jour où vous l'êtes plus, mais c'est pas de votre faute, vous dites ah là là j'étais pas d'accord, c'était absolument répugnant, c'était scandaleux, c'était humiliant, mais personne ne vous a obligé à rester. Moi je comprends très bien celui qui s'en va, qui dit je ne suis pas d'accord, qui a ensuite fait un livre pour expliquer pourquoi il n'est pas d'accord, pourquoi il est parti, mais celui qui est resté jusqu'au bout. Donc moi je suis resté jusqu'au bout, j'assume le bon et le mauvais, le meilleur et le moins bon, voilà, puisque j'étais là. Je l'assume, je suis allé devant les Français pendant des mois dire votez pour M. Sarkozy plutôt que pour un autre, et maintenant je vais me mettre à réécrire toute cette histoire en disant oui mais vous savez, maintenant qu'on a perdu, moi j'étais pas d'accord. Voilà, ça ne veut pas dire que je partage les idées de tous ceux qui entouraient le président de la République. Donc il n'y a aucune contradiction. Maintenant, vous trouvez... s'il y a une droite, je le dis très clairement aussi, s'il y a une droite Buisson qui se met à faire de la politique, ça ne sera pas la mienne. Voilà, c'est pas compliqué. Donc vous trouvez indigne les propos par exemple de François Fillon qui souhaite mettre fin à l'automaticité du droit du sol? Ah oui, ça je suis totalement opposé à l'idée de remettre en cause le droit du sol. Mais c'est pas indigne, c'est un débat qu'on peut avoir. Moi je suis totalement opposé à cette mesure dans le prolongement de la campagne de 2012. Vous avez entendu ça dans la campagne de 2012? Non, mais lui se réclame de la suite exacte de la campagne de 2012. On n'a pas fait ça dans la campagne on n'a pas fait ça dans la campagne de 2012. Voilà, donc il y a un problème qu'il s'en réclame? Mais c'est son problème, je ne suis pas d'accord, voilà, c'est tout. C'est tout. Je pense que c'est pas comme ça qu'on résoudra les problèmes auxquels on prétend répondre. Voilà, ça n'est pas en abîmant nos principes républicains et des principes qui d'ailleurs datent même de bien avant la République s'agissant de celui-ci. C'est pas en reniant ce que nous sommes que nous arriverons à résoudre ces problèmes. C'est au contraire en affirmant clairement ce que nous sommes. Voilà, la droite populaire, justement, prétend affirmer... Ces débats, on peut les avoir. C'est pas non plus... On n'est pas en train de discuter de la solution finale. Il faut quand même... Voilà, faut pas exagérer. La droite populaire, justement, prétend affirmer ce qu'est l'UMP, c'est-à-dire une droite quand même proche du FN, une droite à droite. Est-ce que vous pensez que c'est un effet de mode, le fait que, par exemple, Jean-François Copé récupère ça dans son manifeste pour une droite décomplexée, ou que c'est une tendance de l'UMP qui va pêcher dans les eaux du FN? Non mais ça faut savoir ce qu'on entend par là.
récupérer les électeurs du Front National, oui, ça c'est tout à fait légitime. Hein. Quand on fait de la politique, on essaye de rassembler le maximum de gens autour de soi. Pas seulement pour être élu, mais parce qu'on a envie de convaincre le maximum de gens. Sinon, on ne fait pas de politique. La politique, ça se fait... Comment ? Vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait savoir dire non. Oui, bien sûr. Mais si vous faites de la politique, c'est pour essayer de convaincre le maximum de gens. Si vous n'y arrivez pas, vous allez faire autre chose. Mais convaincre le maximum de gens. La politique, c'est quelque chose qu'on fait avec les autres. Mais on convainc avec ses propres idées ou on convainc avec les idées des autres ? Non, avec les siennes. Avec les siennes. Mais... ça ne veut pas dire que vous devez rester totalement sourd aux aspirations des gens, à leurs problèmes, à leurs difficultés. Voilà, il y a des gens, ils passent leur temps dans leur tour d'ivoire. Bon, peut-être qu'un petit tour dans certains quartiers, dans certains transports en commun, dans certaines usines. On leur apprend un certain nombre de choses sur la vie des gens. Et je trouve assez naturel et assez normal, et même presque nécessaire, que l'homme politique écoute ce qu'on lui dit et en fonction de ses valeurs, cherche à y répondre. Je ne vous dis pas que les réponses qui sont apportées aujourd'hui sont bonnes, je vous dis simplement, et je dis d'ailleurs même ceci, c'est que évidemment l'UMP n'arrivera pas à rassembler une majorité importante si elle essaye à toute force de ressembler au Front National. Bon, pas plus d'ailleurs que si elle essaye de ressembler aux centristes. Hein, bon, elle n'y arrivera pas. Les gens préféreront l'original à la copie et elle perdra son âme et les élections. Bon. Mais si elle ne trouve pas en elle-même les réponses aux problèmes que se posent les gens, et ça va de l'économie jusqu'aux problèmes de culture, d'identité, etc., eh bien, c'est pas compliqué. L'attractivité du Front National grandira sans cesse, fera exploser la droite, ce qu'on appelle la droite républicaine, appelez-la comme vous voudrez, parce que il y a un certain nombre de gens qui, à force de perdre, finiront par vouloir aller au Front National. Voilà. Mais on ne répondra à ce danger qu'en puisant au fond de nous-mêmes. Simplement, ça ne vous a pas échappé, les familles politiques aujourd'hui ne sont plus des creusets idéologiques. Ce sont des conglomérats, des cartels électoraux. Sauf aux extrêmes. Comment ? Sauf aux extrêmes. Sauf aux extrêmes. Extrême gauche, le front de gauche. Oui, c'est un peu plus vrai, mais au fur et à mesure qu'ils deviendront des partis de masse et des partis de gouvernement, ils vont sans doute aussi s'effriter, se diviser. Vous savez, le Front National s'est déjà divisé à plusieurs reprises. Hein. Bon. Mais les grands partis sont devenus des cartels électoraux et qu'ils ont ainsi ouvert la voie aux extrêmes. Parce que dans les partis, il est assez difficile de définir une idée dominante, un système de valeurs dominant. Alors de temps en temps, on trouve quelqu'un qui entraîne tous les autres. Bon, très bien, c'était le cas de Sarkozy, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il faisait sa propre synthèse, il entraînait toutes les composantes d'une droite et d'un centre très divers. Bon. Il n'y a plus personne pour entraîner. On retrouve les familles politiques traditionnelles, des gens très différents. Nous avons plein de sujets de divergence. Et en parlant selon la sensibilité qu'on va choisir, on répondra plus ou moins bien aux aspirations du peuple français et on sera plus ou moins vulnérable à l'attractivité du Front National. Voilà. La droite a perdu toutes les élections depuis 5 ans. Selon vous, à quoi est-ce dû ? Sinon, un projet de société qui ne correspond plus aux gens et qui ne remporte plus l'adhésion. Et deuxième question, si vous aviez remporté la présidence de l'UMP, qu'est-ce que vous auriez fait pour essayer de renouveler le parti et de redonner confiance aux gens pour que l'UMP gagne éventuellement les municipales de 2014 ? Moi, je ne veux pas me poser la question de cette façon. La victoire électorale, c'est une conséquence de vos choix politiques, de votre capacité à convaincre les gens. Le but de la politique, c'est pas seulement de gagner les élections. Gagner les élections, c'est une condition pour pouvoir exercer le pouvoir. Mais ce qui compte, c'est ce que vous allez faire après. Le jour où vous allez vous retourner sur votre vie politique, vous allez vous demander ce que vous avez fait. Certes, oui. Vous n'allez pas dire simplement j'ai gagné 10 fois les élections. Bon, très bien, vous avez gagné 10 fois les élections, mais vous avez fait quoi ? Évidemment, mais à l'inverse, il y a quand même un vrai souci si pendant 5 ans d'affilée, un parti perd toutes les élections. On ne peut pas le nier. Ah ben non, on ne peut pas le nier, puisqu'après, il ne peut plus gouverner. Bon, et quand même, pendant ces 5 ans-là, heureusement, nous avons gouverné.
Donc, quelle est votre analyse sur ce sujet? Pourquoi est-ce que la droite perd élection après élection? Pourquoi est-ce qu'elle n'arrive plus à mobiliser? Sur les 5 ans, c'est pas très compliqué à comprendre. Au-delà de la qualité plus ou moins incertaine d'une partie du personnel politique, à droite comme à gauche, ça vous a pas échappé sans doute, il y a une crise. Ça vous a pas échappé aussi que toutes les majorités se font sortir depuis 30 ans en France, ou à peu près. À chaque élection, les majorités se font sortir. Pour l'instant, Madame Merkel s'en sort plutôt pas mal. Je parle de la France. Nous verrons. Nous verrons. Pour l'instant, tous les gouvernements et les majorités se sont fait sortir dans la crise en Europe ou ailleurs. On verra. Peut-être que M. Obama va réussir à tirer son épingle du jeu. Peut-être que Mme Merkel sera réélue. Mais on peut pas analyser ces 5 ans sans voir la crise. C'est-à-dire que la première raison, la première hypothèse qui permet d'expliquer les échecs électoraux, c'est que les gens ont beaucoup souffert. Et vous savez, c'est assez simple au fond. Quand les gens souffrent beaucoup, ils finissent toujours par avoir le sentiment que leur souffrance s'identifie à celui qui gouverne et que le jour où celui qui gouverne s'en va, la souffrance va peut-être partir avec lui. C'est une très très vieille histoire. Hélas, à chaque fois, celui qui incarne la souffrance aux yeux des gens qui souffrent s'en va et la souffrance reste. Et vous pensez... C'est exactement ce qui s'est passé, parce que je peux vous retourner je peux vous retourner aussi le compliment. Ça fait combien? 5 mois? Oui. On va en parler. On va en parler tout à l'heure, mais... Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas, ça va très vite, la crise est extrêmement dure, et voilà, c'est la première raison. Il faut plutôt se poser la question de savoir, avant de se poser la question de savoir pourquoi tel parti, la droite, la gauche, le centre perdent les élections ou les gagnent, il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi dans tous les pays la politique est à ce point en crise. Pourquoi dans tous les pays la démocratie est à ce point en crise. Ça vient après aussi. Voilà. Non, mais c'est ça le vrai sujet. Le reste, c'est bien pour les journalistes politiques, pour amuser la galerie. Non, mais c'est vrai, pour amuser la galerie. La question fondamentale que nous avons à nous poser, c'est pourquoi y a-t-il une crise politique aussi profonde? Alors on peut dire, parce que les gens, la politique, ils n'en ont plus rien à faire. C'est pas vrai. Il y a une crise politique profonde parce que précisément les gens en demandent beaucoup et même de plus en plus et n'obtiennent pas de réponse de la part de la politique ou de la part du monde politique. Ou en tout cas, ils ont ce sentiment. Ils se retournent sans arrêt vers la politique. C'est l'omniprésident, c'est gentil de dire l'omniprésident, mais les gens, dès qu'ils ont un problème, ils se retournent vers le pouvoir politique et vers le président de la République. Quand il y a un problème à la Coupe du Monde de foot, ils vont voir le président de la République. Pourquoi le président de la République ne fait rien? Ben si, mais je vous assure, on recevait des courriers, il se faisait interpeller dans la rue, mais bien sûr que si. Et bien sûr, voilà, moi je recevais des lettres de gens qui me disaient j'ai été condamné en appel, en cassation, partout, j'ai fait tout. Pourquoi le président de la République ne fait rien? Et des gens cultivés, intelligents, avec une culture juridique, à la fin, les gens ont besoin d'une instance d'appel. Et ils se retournent vers le politique. Et le politique maintenant, de plus en plus souvent, et on en revient à la conversation du début, dit j'y peux rien. Ah ben oui, mais les gens ont envie de dire si tu peux rien, mon ami, va faire autre chose. Moi, je veux quelqu'un qui peut quelque chose. Et c'est pas vrai qu'en France. C'est vrai dans le monde entier. Une dernière question sur l'UMP avant de parler du premier bilan de la nouvelle majorité. L'UMP est souvent critiqué pour être un parti presque misogyne. Et de fait, pensez-vous que moderniser l'UMP, c'est aussi laisser sa place aux femmes ? Ah mais elles ont toute la place qu'elles veulent bien prendre. Alors, moins de 30% des femmes ont été présentées aux dernières élections législatives par l'UMP, qui a payé environ 4 millions d'euros. Avec l'arrivée de la nouvelle majorité, il y a eu 45% d'augmentation de femmes à l'Assemblée nationale. D'abord, il y a une raison mécanique. Une raison mécanique, c'est que lorsque vous êtes un parti de sortant, vous avez beaucoup plus de mal à laisser de la place à des nouveaux. C'était pas votre cas ? Vous n'étiez pas nouveau on va en reparler, ça a été un peu compliqué. Bon, mais il y avait le député de ma circonscription avait renoncé à se représenter. Bon, voilà, donc il y avait une place à prendre, effectivement. On aurait pu la donner à une femme. Voilà, je l'ai prise. Bon, Vous l'avez demandé ? Enfin, je l'ai prise. Voilà, j'ai demandé aux électeurs s'ils voulaient bien m'accepter comme député, ils ont dit oui. Mais dans un parti de sortant, vous pouvez pas. Au nom de quoi pouvez-vous virer
les sortants qui ont fait leur travail, qui ont été élus, réélus, qui ont fait leur travail, au nom de quoi? En leur disant « Ah, vous n'avez pas le bon sexe », c'est quand même assez difficile. Bon, donc, attends, Christian Blanc, il était volontaire pour évidemment, partir. pour les socialistes, c'était plus commode. Ils partaient de très bas, avec beaucoup de circonscriptions à reconquérir. Non, mais c'est vrai. Voilà. Donc, il y avait beaucoup plus de marge de manœuvre pour présenter des candidats tout à fait nouveaux et de les prendre parmi les femmes. Parmi les candidats nouveaux, il y a quand même un choix à faire de présenter une femme en tête de liste ou dans un poste où on saura qu'elle sera jamais élue, ou dans une circonscription où on saura qu'elle sera jamais élue. C'est le problème des sortants. Parce qu'évidemment, les circonscriptions où il n'y a pas de sortants, ce ne sont pas les plus faciles, ce sont les plus difficiles, au contraire. Mais c'est mécanique, on peut sourire de ça. Sinon, on entre dans un système que moi je déteste, alors qui est vraiment le contraire de la République. On fait des quotas pour tout, et puis on ne tient pas compte des mérites des gens, on ne tient pas compte de leur fidélité, de leur loyauté, de leur travail, et on dit, écoutez, non, ce qui compte, c'est le sexe, la couleur de la peau, la religion. Et oui, mais c'est Christian Blanc, il est parti de lui-même. C'est un vrai sujet, parce que quand vous êtes victime de cette injustice-là, vous le prenez très très mal. Oui, et quand vous avez aussi des qualifications, une loyauté, une légitimité, et qu'on ne vous donne pas votre chance, vous le prenez mal aussi. Et moi, si vous voulez changer d'orientation et faire de la politique, je suis sûr qu'avec tous vos talents, on vous trouvera une place. Ouais. Non, mais ça vient, voilà, ça vient. Mais encore une fois, ça fait la droite a remporté les élections très longtemps. Et elle avait donc beaucoup de sortants. Voilà, ça explique une bonne partie du sujet. On va maintenant parler du premier bilan de la majorité actuelle, pas sortante. Donc, simplement, quel premier regard et quel premier bilan tirez-vous des 5 mois qui se sont écoulés depuis le 6 mai? Moi, j'ai appelé ça le retour de la 4ème République et je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Il n'y a aucune décision non, mais prise. C'est tout simple. C'est pas ça. Ce dont on parlait au début, c'est un certain rapport à la politique. Hein, et il y a deux façons de la concevoir. Ou bien encore une fois, c'est une question de volonté. Ou bien un renoncement de majorité actuelle. Oui, c'est une forme de renoncement, mais c'est un renoncement qui ne tient pas à la qualité des hommes. C'est un renoncement qui tient au rapport qu'on peut avoir à la volonté humaine, à la politique. Voilà, j'avais dit, et je maintiens ce que j'avais dit. J'ai dit la victoire de François Hollande aux primaires, c'est la victoire de la vieille SFIO de Guy Mollet sur toutes les autres gauches. Bon, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas la droite molle. J'avais dit, c'était un mauvais jeu de mots, mais c'était la droite Mollet. Mais oui. Mais Guy Mollet, c'est un peu, évidemment, c'est une histoire qu'on ne raconte plus. Guy Mollet était un personnage parfaitement respectable. C'est quelqu'un qui avait été dans la résistance, qui, lorsqu'il est devenu président du Conseil en 1956, avait été depuis 11 ans secrétaire général de la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste. C'était un grand élu local, il était maire d'Arras. Voilà, il avait une grande expérience politique. Simplement pour lui, la politique, c'était la négociation permanente, la recherche de consensus entre les mouvements, entre les courants, les factions. Voilà, son savoir-faire intermédiaire. C'était ça. C'était la France des petits arrangements. C'est la France des notables qui s'arrangent. Modifier la Constitution, c'est pas une décision forte de la part modifier la Constitution pour faire entrer l'obligation de dialogue avec les partenaires sociaux dans la Constitution. Alors ça c'est une grande avancée, ça. Ah oui. Et bien ça aussi, vous voyez, c'est une vieille histoire, puisqu'on parlait du gaullisme. Il y a ceux qui pensent que toute la politique, tout le gouvernement d'un pays doit être confié aux corps intermédiaires. Et que c'est à eux un juste milieu à trouver. Parler. Mais oui, il y a un juste milieu, mais là, c'est pas tellement le juste milieu. Qu'est-ce que ça a à faire dans la Constitution? Mais franchement, trouver que c'est pas assez long, le processus démocratique, le processus législatif, pas assez compliqué. Nicolas Sarkozy a eu une pratique démocratique du pouvoir. Oui, il n'y a eu aucun référendum. Il y a eu le traité de Lisbonne qui a été imposé alors que la majorité des Français avaient dit non au traité de Rome en 2005. Ça avait été annoncé pendant la campagne présidentielle et que c'est pas la décision qui m'a le plus enthousiasmé, mais les Français ont voté en toute connaissance de cause. Voilà. Donc il n'y a pas eu de, il y a rien. Ils n'ont pas voté pour le traité. Je vous rappelle aussi que la Constitution, c'était pas le même traité, que la Constitution permet de passer par le Congrès et vos fameux corps intermédiaires que vous aimez tant. Voilà, c'est donc particulièrement. Mais si, l'idée d'aller mettre le dialogue social dans la Constitution, très bien, mais le dialogue social, il existe, il est permanent. Vous pensez que pendant les 5 dernières années, on va rendre les choses encore plus rigides. C'est toujours pareil. C'est ne pas décider, ne pas exprimer une volonté. Quand vous êtes élu par
par l'ensemble du peuple français. C'est-à-dire que le président de la République, il faut qu'il fasse plus de la moitié de l'ensemble des électeurs. Vous avez une responsabilité personnelle. Vous êtes là pour gouverner. Et c'est la différence, encore une fois, entre l'esprit de la 4e et celui de la 5e. Okay. Voilà, vous êtes là pour gouverner, prendre vos responsabilités, et puis après, vous allez devant les électeurs, et puis vous renouvelez leur confiance ou pas. Tous les 5 ans, c'est quand même... Il y a le temps de faire des choses. C'est assez court, tous les 5 ans. Moi, j'aimais bien 7 ans, c'est le temps de faire des choses. Mais évidemment, la contrepartie, quand il y avait 7 ans, c'est qu'on fasse des référendums et qu'on soit capable de dire, bah, écoutez, si je perds un référendum qui me paraît essentiel, je m'en vais, ce qu'a fait le général de Gaulle. Bon. Mais moi, je suis un grand amateur du référendum, donc je déplore qu'on n'en ait pas fait assez. Sarkozy, et je déteste, en revanche, mais pas assez, mais il y est venu à la fin, vous voyez, dans cette campagne qui vous a tellement heurté. Et ce qu'il a dit sur le référendum, c'était très bien. C'est Chirac qui a introduit la possibilité de faire des référendums, non seulement sur l'organisation des pouvoirs publics, mais aussi sur des sujets économiques, sociaux. On s'en est pas vraiment servi beaucoup depuis lors, mais quand Nicolas Sarkozy a mis ça dans sa campagne présidentielle, j'ai trouvé que c'était très bien. Et ça a déchaîné une tempête exactement de même nature que celle qu'a déchaîné le général de Gaulle en 62 quand il a voulu faire élire le président de la République au suffrage universel et qu'il a voulu passer par l'article 11 de la Constitution, c'est-à-dire par-dessus le Parlement pour s'adresser directement aux Français. Vous vous rappelez, on a parlé de forfaiture, hein, c'était quand même, et c'était d'une violence inouïe. C'est la seule fois sous la Ve République où l'Assemblée nationale a mis en cause la responsabilité du gouvernement et a fait. Voilà, le général de Gaulle a dit très bien. Le Parlement, l'Assemblée a voulu enlever sa responsabilité, sa confiance au gouvernement. Eh bien, je dissous l'Assemblée nationale. Voilà, ça n'a pas amélioré le climat, mais voilà. Puis le peuple a tranché. Mais donc moi, je suis un grand partisan du référendum. On ne peut pas tout faire par référendum. Voilà, mais on ne peut pas tout faire et pas dans toutes les circonstances. Européenne. Pas dans toutes les circonstances. Quand vous êtes au milieu d'une crise terrible, il faut que celui qui gouverne prenne ses responsabilités et gouverne. Voilà, parce que vous ne pouvez pas aller devant les électeurs. C'était le débat qu'on a eu sur la Grèce au moment où vous ne pouvez pas signer un accord de crise demandant à tous les autres de vous aider à faire en sorte que le pays ne sombre pas et puis dire je vais faire un référendum. Non, vous prenez vos responsabilités. Puis après, vous irez devant le peuple. Le peuple vous sanctionnera. Mais oui, je pense qu'il est dommage qu'on ait fait si peu de référendums au fond. Moi, je préfère la souveraineté du peuple. Bien sûr, il faut des corps intermédiaires pour que la société fonctionne, mais je ne veux pas que les corps intermédiaires se croient investis du pouvoir de monopoliser la souveraineté du peuple. Voilà, je pense qu'ils ne sont que ses représentants. Et ils n'ont pas le monopole de cette souveraineté. Je suis contre le gouvernement des juges, je suis contre le gouvernement des corps intermédiaires, je ne suis pas pour la démocratie syndicale. La démocratie, elle n'est pas syndicale, elle est politique. Voilà. Mais il faut des syndicats pour que ça fonctionne, bien entendu. Simplement, à leur place. Voilà. On l'a vu dans le débat sur les présidentielles, quand un syndicat se met à faire de la politique, il faut qu'il s'attende à être traité comme un parti politique. Voilà. Pour revenir au gouvernement, aucune mesure ne trouve grâce à vos yeux ? J'en ai voté une, j'ai voté le traité européen. Bon, je ne dis pas que c'est le meilleur traité du monde, mais là c'est pareil, c'était un traité de crise. C'est un traité qu'on a négocié à un moment où tout menaçait d'exploser. Il fallait absolument rendre possible la solidarité européenne. Il fallait qu'on montre à tous les opérateurs, à tous les marchés, à tous les investisseurs et au monde entier qu'il y avait une solidarité européenne, qu'il y avait un front commun des pays européens. Donc chacun a fait des efforts et on a signé ce traité. Non, c'est pas un très bon traité, mais c'était absolument indispensable. Bon, on a évité les transferts de souveraineté, on a essayé de faire les choses les moins mal possibles. Bon, donc je l'ai voté. Je n'allais pas passer des mois à dire aux gens ce traité il faut le voter et puis ensuite une fois que vous êtes dans l'opposition, mais oui, mais moi beaucoup de gens m'ont dit ça, maintenant tu es député, tu n'es plus conseiller, tu es libre. Bah oui, je suis libre d'être cohérent avec moi-même et de ne pas raconter aujourd'hui le contraire de ce que je disais hier. Donc je l'ai voté. Voilà, mais je vous rappelle que dans le débat interne à la majorité, ce sont les Verts qui avaient raison.
Parce que ce sont les Verts qui tiennent la parole du candidat. Le candidat disait « je ne ratifierai pas ce traité si on ne le renégocie pas ». Si on ne le renégocie pas, il n'a pas été renégocié, pas une virgule. Pas une virgule. Il y a un pacte de croissance quand même. C'est une blague. 120 milliards d'euros, c'est pas une blague. Si, c'est une blague. Vous voyez, vous savez, il faut se méfier de la comptabilité, c'est toujours trompeur. D'abord, toutes les mesures qui sont dedans étaient déjà dans le tuyau. Donc c'est pas une nouveauté, toutes. Vous pensez que Sarkozy aurait pu l'imposer à Merkel? Ah mais il n'y avait pas à l'imposer, tout le monde était d'accord. Ah non. Mais si, tout le monde était d'accord pour recapitaliser la BEI, tout le monde était d'accord pour réutiliser les fonds réorienter les fonds structurels, tout le monde était d'accord. Il n'y a aucun problème. En Allemagne, ils n'étaient pas si d'accord. Mais si, tout le monde était d'accord avec ça. Mais tout simplement, ça n'avait aucune importance, c'est pas un pacte de croissance. Quand vous dites 120 milliards, vous dites je donne 10 milliards de plus à la Banque européenne d'investissement, ça va permettre, par le multiplicateur de crédit, de faire, je ne sais plus, 80 milliards de prêts. Mais en fait, vous mettez 10 milliards. 10, pas 80. Voilà. Ensuite, on augmente les prêts. Non, mais c'est sûr, on a fait 35 milliards de grands emprunts. Vous imaginez, avec les effets multiplicateurs, on raconte n'importe quoi. Voilà, c'est rien. Et le retour pour chaque pays est ridicule. Et tout ça a été dans le tuyau. Rien n'a changé. Rien. Et on voit bien. Hein. Écoutez ce que dit le FMI sur la situation de l'Europe, sur l'austérité en Europe. Vous pensez que c'est une zone dont la croissance va être dopée par ce malheureux protocole sur la croissance, mais c'est une blague. Voilà, donc rien n'a changé et le gouvernement, comme c'était prévisible, a décidé qu'il devait être malgré tout ratifié. Voilà, donc je l'ai voté. J'ai voté aussi pour les emplois d'avenir. Bon, je ne suis pas absolument fier d'avoir fait ça. Simplement, je l'ai fait pour les mêmes raisons. C'est que même si ce texte était mal fait, mal ficelé, mal élaboré, tout le monde a fait des emplois aidés dans des périodes comme celle que nous traversons. Tout le monde. Parce que, oui, c'est du bricolage, mais le bricolage qui permet de sauver quelques 150 000 jeunes, même si c'est pour quelques mois, ça vaut mieux que rien du tout. Voilà. Et le pire, 120 milliards, ça vaut mieux que rien du tout. Comment ? 120 milliards, ça vaut mieux que rien du tout, non plus. Mais il n'y a pas 120 milliards, c'est quoi vous parlez ? Non, mais vous dites 10 milliards, c'est rien. Oui. Ça mérite quand même d'être voté, comme les 150 000 emplois. Mais c'était décidé, c'est 10 milliards à l'échelle de l'Europe. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire ? Rien que pour la France, on a fait le grand emprunt de 35 milliards. C'est absurde. Oui, c'est très bien qu'on augmente le capital de la BEI, mais c'était déjà décidé, et c'est pas ça qui va changer la situation de la croissance en Europe. C'est une blague. Voilà, et ça n'a pas changé. Rien n'a changé. C'est exactement ce qui était déjà décidé. Voilà. Et quand on dit, il faut dire 10 milliards et pas 80 milliards. Voilà. Pour revenir aux emplois d'avenir, vous parliez... Les emplois d'avenir, c'est simple. On a fait des emplois aidés. Tout le monde en a fait, la droite, la gauche, etc. Donc je vois pas, au nom de quoi je peux dire, ce que vous faites est scandaleux. On en a fait, nous-mêmes, on en a fait pendant le quinquennat. Il n'y a pas de quoi être fier, mais encore une fois, dans des situations comme celles que nous vivons, le bricolage, il faut en faire aussi. Et deuxièmement, c'est intéressant, mes propres amis qui sont députés maires ou sénateurs maires... Ne me piquez pas ma question, là. Le lendemain, qu'est-ce qu'ils vont faire après avoir voté non la veille ? Eh bien, ils vont aller demander des emplois d'avenir. Et ben voilà. Voilà. Bon, donc j'ai jugé, en mon âme et conscience, que la cohérence m'obligeait à voter ce texte. Voilà. Donc je l'ai voté. Vous voyez, je suis pas. Mais c'est tout à votre honneur. Je suis pas obtus. Mais du coup. J'aimerais bien que les socialistes fassent la même chose et rendent à César ce qui était à César. Par exemple, la taxe sur les transactions financières à Nicolas Sarkozy plutôt qu'à François Hollande. Ou à Tobin. Hein ? Ou à Tobin. Mais non, mais Tobin, il n'a jamais mis ça sur la table des négociations internationales. Tobin, c'est un économiste parfaitement respectable. Le problème, c'est que la taxe Tobin, elle existe dans son principe et dans les têtes depuis très longtemps, mais le premier à avoir convaincu les Allemands, à l'avoir mis sur la table de la Commission européenne, sur la table du G20, il s'appelait Nicolas Sarkozy. C'est le premier chef d'État à l'avoir fait. Et moi, je l'ai vu se disputer au G20 de Cannes avec tous ses partenaires du G20 sur ce sujet. C'est le premier, voilà, et c'est lui qui l'a mise dans le tuyau, et c'est lui qui l'a fait accepter, qui a convaincu les Allemands. Je suis très content que M. Hollande reprenne cette idée, mais qu'on arrête de m'expliquer que c'est Hollande qui l'a faite. Voilà,
un peu d'honnêteté, de sincérité dans les deux camps, améliorerait beaucoup la tenue du débat politique. Justement, la question qui vient est sur le débat public. Vous venez de rappeler l'hypocrisie, on peut le dire, de certains dans votre camp qui votent non aux emplois d'avenir en disant oui, je vote non, mais je vais quand même l'utiliser parce que sinon les autres vont l'utiliser, c'est pas juste. En ayant ça en tête, qu'est-ce que vous pensez de la qualité du débat politique français? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on est encore capable de s'extraire des logiques partisanes pour atteindre des consensus au moment où on en a besoin? Ben oui, vous voyez, encore un volet du gaullisme, c'est le régime des partis, il n'y a rien de plus haïssable. C'est faire de la politique en se demandant toujours d'abord ce qui sert son parti au lieu de se demander ce qui sert son pays, c'est détestable. Ça ne veut pas dire qu'il fait pas, c'est comme pour les corps intermédiaires, puisque c'en est un de corps intermédiaires. Il faut des partis pour la démocratie, mais le régime des partis ou l'esprit de parti, c'est une catastrophe. Quand vous prenez une décision, vous la prenez parce que vous la pensez bonne pour votre pays ou pour l'idée que vous faites de l'intérêt général. Et pas parce qu'elle est bonne pour votre parti. Vous ne prenez pas une décision en disant elle est de droite ou de gauche. Moi, je ne sais pas si la sécurité sociale, c'était une décision de droite ou de gauche. Je suis très content que le général de Gaulle l'ait portée sur les fonds baptismaux. Je ne sais pas si la taxe sur les transactions financières, c'est une idée de droite ou de gauche. Mais je sais que si on allait au bout de cette logique, on aurait peut-être une chance, enfin, de civiliser un peu le système financier mondial. Voilà, donc je trouve ça très bien. Je me fous de savoir si c'est la gauche ou la droite. Tobin était-il d'ailleurs un homme de gauche? C'est une vraie question. Voilà, c'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. Et ben voilà, le gaullisme, c'est la volonté de dépasser. Vous voyez mon programme. Il avance petit à petit. Alors en 95, vous écrivez pour un discours du candidat Jacques Chirac, une fracture sociale se creuse dont l'ensemble de la nation supporte la charge. La machine France ne fonctionne plus, elle ne fonctionne plus pour tous les Français. Rien n'a changé depuis. Le quinquennat de Sarkozy n'aura rien fait pour arranger la situation. Ça s'est aggravé. Ça s'est aggravé. Donc le quinquennat de Sarkozy n'aura rien fait pour arranger la situation. Il y avait une crise, ça ne vous a pas échappé? Oui, bien sûr. Et vous aviez donc reproché quand même à Jacques Chirac d'avoir laissé ses promesses lettres mortes. C'est aussi dans votre livre. C'est vrai. Est-ce que vous le reprocherez à Sarkozy? Au-delà de la crise? Non, Chirac, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais n'a même pas essayé de mettre en œuvre son projet. D'ailleurs, il fait comme l'actuel président de la République. D'ailleurs, il fait une campagne, il arrive au pouvoir, et puis une fois au pouvoir, il dit tout ce que je vous ai raconté, c'était des salades, c'est pas possible. Sans qu'il se soit rien passé entre le moment où il est élu et le moment où il change de cap. Donc on a vu s'effondrer évidemment la légitimité de Chirac et de son gouvernement aussi vite, presque aussi vite, un petit peu moins vite quand même, mais presque, que celle du gouvernement actuel. Vous ne pouvez pas faire une campagne qui dit exactement le contraire de ce que vous allez faire. Voilà, les gens ils finissent par se dire que c'est pas supportable. Vous recevez, même si ce n'est pas un mandat impératif, vous prenez des engagements, il y a un minimum de respect des électeurs et de soi-même d'ailleurs, qui doit vous pousser à essayer de les mettre en œuvre. Alors quand il y a une crise entre les deux, c'est autre chose. Je veux dire, si les circonstances changent du tout au tout, personne ne vous reprochera de pas tenir compte des circonstances. Mais je suis désolé de dire que là aussi, Sarkozy, avec tous ses défauts, il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ferait. Il s'est battu exactement sur les terrains où il avait promis de se battre. Mais la politique, et ça c'est peut-être son tort aussi, la politique c'est pas une question de résultat. La politique c'est une question d'engagement. La politique elle est dans le combat. C'est un combat la politique, comme la vie. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vais me battre? Pourquoi allez-vous vous battre? Vous croyez que les gens, je dis ça dans mon bouquin, mais j'y tiens beaucoup, les gens qui suivaient Martin Luther King, ils ne le suivaient pas parce qu'ils étaient certains que Martin Luther King allait pouvoir venir à bout tout seul de l'apartheid, enfin de la discrimination aux États-Unis. Non, ils le suivaient parce qu'ils partageaient le même rêve qu'eux, parce qu'ils partageaient les mêmes combats qu'eux.
Hein, je dis aussi, on pourrait le dire pour plein de gens, des ouvriers qui votaient pour Jaurès, ils votaient pas pour Jaurès parce qu'ils étaient sûrs que Jaurès allait changer la société et abattre le capitalisme. Non, mais ils pensaient qu'ils allaient lutter pour ce pourquoi eux-mêmes avaient envie de lutter. Et c'est ça la politique. La politique, c'est un engagement à faire. C'est pas un engagement à obtenir des résultats, parce que les résultats, ils ne dépendent pas de vous. Quand un homme politique, mais tout le monde l'a fait, cette culture du résultat est absurde. Vous dites, je vais réduire le chômage d'ici l'année prochaine, mais vous n'en savez rien. Si demain l'euro explose et s'il y a une crise... Oui, mais il a eu tort. Et Hollande vient de faire la même chose, et il a tort. S'il réussit. Et il a tort. Parce que vous n'en savez rien. Si l'euro explose demain, s'il y a une crise financière, vous ne réduirez pas le chômage, il va augmenter, quoi que vous fassiez. Votre engagement, il n'est pas là. Votre engagement politique, moral, il n'est pas là, il est ailleurs. C'est l'engagement de tout faire pour combattre le chômage. Voilà. Et dire comment vous allez vous y prendre. Après, le résultat, j'en sais rien. J'en sais rien parce que je ne sais pas ce que va être l'histoire. Voilà. Mais je sais en revanche que quand le général de Gaulle disait je vais lutter pour l'indépendance de la France, on savait qu'il allait tout faire pour ça. Quand il fait le discours de Phnom Penh, il n'arrête pas la guerre du Vietnam. Mais il prend une position politique très forte et il ne cessera de prendre une position politique très forte pour essayer de faire en sorte que la guerre du Vietnam s'arrête. En parlant de rêve commun, on a une dernière question avant le petit jeu des mardis, les questions du public. On parlait tout à l'heure du désintérêt ou du désengagement pour la politique. Quand on regarde des chiffres de l'Assemblée nationale, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, ce sont surtout des fonctionnaires. La moyenne d'âge, c'est 55 ans. Ensuite, il y a des avocats et des médecins. Il y a 0% d'ouvriers. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une fracture de représentation aussi entre les élus et leurs électeurs et que ça pourrait être une cause du désintérêt ? Ah bon, on a une vidéo alors. Très bien. Ouais. Peut-être ? L'Assemblée nationale en 2012, il valait mieux être enseignant ou fonctionnaire. C'est le cas de 185 députés élus, soit le plus gros contingent de l'hémicycle, mais on compte également 38 cadres supérieurs du secteur privé, 32 avocats, 21 médecins, des chefs d'entreprise, mais aucun ouvrier. Alors certains diront que l'Assemblée est aujourd'hui réservée aux élites. À ce titre, il est intéressant de comparer 2012 avec 1982 assemblées dominées par la gauche. Mais à l'époque, 52% des députés étaient des enseignants et des fonctionnaires, contre un tiers aujourd'hui au profit du secteur privé. La part des chefs d'entreprise est faible et stable. Mais regardez, à l'époque, 4,3% des sièges étaient occupés par des ouvriers qui étaient plus nombreux que les patrons. Ils ont totalement disparu aujourd'hui. Comparaison également sur l'âge, l'Assemblée nationale a vieilli avec le temps. 50 ans de moyenne d'âge pour les députés en 81, 55 ans aujourd'hui, ça veut dire 60 en fin de mandat. Et puis la part des femmes, elle n'était que 5,5% à l'époque, 27% aujourd'hui. C'est un record, ça progresse à chaque législature, même si on est encore loin de la parité. Merci Romain pour ces précisions. Ouais, là encore, il faut se méfier des chiffres. Les ouvriers dont on parle au début il y a une trentaine d'années, ils étaient amenés en général par le parti communiste. Ça faisait très longtemps qu'ils ne faisaient plus beaucoup les ouvriers, mais qu'ils étaient syndicalistes, responsables syndicaux, etc., formés. Voilà, c'est vrai, vous ne passez pas directement de l'atelier à l'Assemblée nationale. Oui, mais je vous rappelle quand même, ce sont les Français qui votent. Hein. Ben voilà, c'est difficile pour un ouvrier, oui, c'est difficile pour un ouvrier de passer, d'aller directement à la rencontre des gens et de se faire élire. Pourquoi Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour quelqu'un qui ne connaît pas la médecine de devenir médecin. C'est difficile pour quelqu'un qui n'a pas fait d'études d'ingénieur de construire un pont. Donc voilà. Vous prenez la politique comme métier ? Ben, ça demande quand même un petit peu de culture politique, de culture de l'État, voilà, ça s'improvise pas totalement non plus. C'est pas. Et encore une fois, les ouvriers, quand on avait des ouvriers, c'était des gens qui étaient pris en main très tôt par des syndicats, par le Parti communiste. C'était la grande époque du PC. Ah, mais c'est pas. Ou alors c'était des gens qui avaient. Il y avait aussi des gens qui n'étaient plus ouvriers à ce moment-là, mais qui avaient commencé comme ouvriers. Ah, je me souviens, Bérégovoy, il avait commencé comme ouvrier. Voilà, vous aviez des gens qui, Monsieur Monoury, il avait commencé par être mécanicien, et puis après il avait monté un garage, etc. Et puis après il avait fait de la politique. Voilà, mais passer, je comprends pas pourquoi ça serait absolument évident
de passer d'un coup de... C'est une question de représentativité. Mais non, mais ça ne veut rien dire, ça, la représentativité. Il n'y a aucune raison qu'une assemblée soit le reflet exact de la population. C'est la population qui le choisit. Elle est le reflet de la volonté populaire, pas le reflet de toute la société. Alors vous allez faire quoi? Des quotas de handicapés, vous allez faire quoi? Mais c'est absurde. Mais ça, c'est aussi le vieux débat sur la proportionnelle. Non, il n'y a aucune raison non plus que toutes les sensibilités soient représentées. Un système électoral, c'est fait pour permettre au pays d'être gouverné. D'abord. Voilà. Et donc le système majoritaire, il n'est pas plus injuste que le système proportionnel. Et quand vous allez au bout de la proportionnalité, vous vous retrouvez dans un système... Il y a un exemple au monde, il y a une grande démocratie qui a la proportionnelle intégrale, c'est Israël. Israël qui gouverne les minorités. Voilà, les partis minoritaires qui servent de charnière aux coalitions, vous trouvez que c'est la démocratie? Vous allez me dire, ah ben oui, mais toutes les sensibilités sont représentées. Ouais, seulement à la fin, voilà, ce sont les partis les plus minoritaires et souvent les plus extrêmes qui dirigent le pays. Ou en tout cas qui imposent leur loi aux majorités. Bon, il n'y a pas de système parfait. Mais il n'y a aucune raison pour que l'Assemblée nationale soit le reflet exact de toutes les tendances, de toutes les origines, de toutes les catégories sociales. Le problème n'est pas là. Le problème est de savoir si les politiques, le Parlement, le gouvernement, les fameux corps intermédiaires font quelque chose pour toutes les catégories sociales, font quelque chose pour tous ceux qui souffrent, pour les plus humbles, pour les plus démunis. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir s'il y a des ouvriers à l'Assemblée nationale, c'est de savoir si la politique de mon pays fait quelque chose pour les ouvriers. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Vous pensez qu'on peut imposer le bonheur ? Je vois pas, pardon, mais je vois pas du tout le rapport. Mais je vais vous dire une chose. Je pense que quand on fait une politique qui est fondée sur l'idée que, au fond, l'idéal c'est un pays sans usines et sans ouvriers, et que, à cause de cette politique de droite, de gauche, européenne, tout ce que vous voudrez, les ouvriers perdent leur boulot. Je ne sais pas si on fait leur bonheur. En tout cas, je suis sûr qu'on ne les rend pas très heureux dans leur vie quotidienne. Je pense que vous savez, l'ouvrier de 50 ans qui perd son boulot, qui a encore 3 gosses à élever, une femme qui ne travaille pas, je ne sais pas si vous faites vraiment son bonheur idéal en lui conservant son emploi, mais je suis sûr qu'en lui faisant perdre, vous ne rendez pas très heureux. Voilà. Alors, fini pour nos questions. On va maintenant passer rapidement à ce qu'on appelle le petit jeu. Je vais vous faire une remarque quand même. Dites-moi. C'est extraordinaire parce que je me suis prêté volontiers au jeu de ces questions, mais après tout, c'est devenu, hélas, mon métier. Mais moi, ça ne m'intéresse pas vraiment tout ça. Je trouve dommage, vous voyez, que ici, avec vous, on n'ait pas parlé des vrais sujets. Par exemple, le rapport entre l'économie et la politique. Est-ce que la politique peut encore quelque chose ? Dès le début, on a un peu esquissé ça dans le début de notre conversation. Est-ce que la politique est impuissante face au marché, face à la mondialisation, face au chômage, face aux inégalités ? Qu'est-ce qu'elle a à dire et à faire sur ces... Voilà, c'est... Enfin, je sais pas, je trouve un peu dommage qu'on n'ait pas parlé. On est un peu pressé par le temps, c'est juste... Oui, mais parce que vous avez passé, pardon, puisqu'on discute librement, voilà, vous avez passé tellement de temps sur les petites histoires de l'UMP, sur les petites histoires des partis. C'est important, voilà. C'est quand même les gens qui nous gouvernent et qui décident pour nous de ce que sera l'avenir de notre pays. Mais non, mais posez-vous d'abord la première question. La première question, c'est est-ce que la politique, elle a encore quelque chose à dire dans le monde? Est-ce qu'elle a encore quelque chose à faire face à la puissance des marchés, face à la puissance de l'argent, voilà, face à la concurrence de la Chine? Voilà, ça c'est des vrais sujets. Et après on pourra... Mais non, mais c'est ça la politique. C'est ça la politique, ou alors ça n'est rien. Après, que derrière ça, il y ait des jeux de pouvoir, des ambitions, des drames humains pour fabriquer de la politique, très bien. Mais le plus important aujourd'hui, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'on peut encore quelque chose, oui ou non? Il y a ceux qui pensent que non et ceux qui pensent que oui. Et ceux qui pensent que oui, c'est intéressant de savoir pourquoi ils pensent que oui. C'est intéressant de savoir... Pourquoi est-ce que vous pensez que oui? Ah on reprend le débat, on a le temps là?
Alors, si vous pouvez nous exposer brièvement. Mais non, pas brièvement, parce que c'est... Mais non, là aussi, moi, je refuse de faire ça même sur un plateau de télé. Il y a des sujets qui ne peuvent pas se résumer à quelque chose de bref. Parce que ce sont les grands sujets de notre temps. Et quand on les caricature, il n'en sort rien. Rien. Voilà, je me souviens, au moment du traité de Maastricht, c'était génial. Quand on regarde l'histoire a posteriori, les partisans du traité, ils avaient le traité rédigé. Donc ils arrivaient sur un plateau de télé, c'est pratique. On leur disait, voilà, moi, mon traité, il est là. Puis alors, le pauvre imbécile qui disait non et qui avait quelques arguments, lui, pour expliquer ses arguments, il en avait pour des heures. Donc il ne pouvait jamais expliquer. Parce que lui, on disait, mais où il est le vôtre de traité ? Voilà. Eh bien, non, mais on aurait mieux fait de discuter un peu plus. Hein. On pourra discuter après. Non, mais sur Maastricht, on aurait mieux fait de discuter un peu plus. Mais si vous voulez, et tout est comme ça, si vous voulez. Moi, je refuse d'entrer dans cette logique-là, mais c'est intéressant le rapport de la politique à un marché, mais ça veut dire qu'on va expliquer ce qu'est un marché financier, comment ça fonctionne, en quoi c'est fou d'être à la remorque d'un marché. On va réfléchir à la crise grecque. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi ça s'est pas passé ? Est-ce que ça aurait pu se passer autrement ? Oui, on va en parler, mais ça prend pas 20 secondes. Voilà, c'est ça le sujet le plus important. Est-ce qu'il y a une défaillance de la politique ou une impuissance de la politique ? Et ça vous concerne tous. Même dans une école de commerce, parce que tout le monde est concerné. Non, mais tout le monde est concerné, parce que le monde que nous sommes en train de fabriquer, la société que nous sommes en train de fabriquer, l'économie que nous sommes en train de fabriquer, et quand on vient de vivre ce qu'on vient de vivre, c'est une crise comme celle-ci, il y a toujours des gens qui tirent leur épingle du jeu. Mais le jour où ça s'effondre, il n'y en a pas beaucoup. Même ceux qui se croyaient à l'abri de tout. Hein, au début de l'année 2008, les banquiers venaient nous voir, on leur disait, les entreprises... ils répondaient, laissez-nous faire notre métier, on sait ce qu'on a à faire. Et puis, 8 mois plus tard, ils sont venus nous voir, un matin de septembre. Ils nous ont dit, ils étaient tous blancs comme des linges, ils nous ont dit, si vous ne nous aidez pas, demain matin, on n'est peut-être plus là. Et si on n'avait rien fait, et si la politique s'en était pas mêlée, et pour une fois, à bon escient, tout se serait effondré. Tout. Et le type dans sa salle de marché qui se croyait à l'abri de tout, qui régnait sur le monde et qui n'en avait rien à faire de la politique, certains ont subi des conséquences, mais tous auraient subi des conséquences. Il y en a beaucoup qui aujourd'hui sont à la place qu'ils occupaient il y a 5 ans et qui règnent de nouveau sur le monde. Non, ils ne règnent pas sur le monde. Mais ça, pourquoi ? C'est une défaillance de nous tous et c'est une défaillance de la politique. Mais si vous recommencez à recréer le monde qui s'est effondré ou qui a failli s'effondrer en 2008, nous allons tous en payer le prix. Vous, vos parents, vos enfants, tous, quelles que soient les études que vous aurez faites. Vous savez, demandez-vous ce qu'a pu penser un trader dans une salle de marché du World Trade Center à l'instant où il a vu arriver un avion dans sa salle de marché. Jusque-là, le monde n'existait pas. Il n'y avait pas de passion, il n'y avait pas de terrorisme, il n'y avait pas de... Ça ne l'intéressait pas tout ça, il y avait juste des chiffres, il n'y avait personne de désespéré dans le monde. Et voilà, mais brusquement, le monde, et donc la politique, le tragique de l'histoire, est rentré dans sa salle de marché. Bon, il n'a pas eu le temps de réfléchir à la suite, mais... Non, mais c'est important de se poser ces questions. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces 5 ans ? On a appris que l'histoire n'était pas finie, que la démocratie et le marché, c'était pas la réponse à tous les problèmes, que l'histoire n'était pas finie, qu'elle était toujours tragique et que la politique aussi était tragique et elle nous concerne tous. Voilà, mais moi, je trouve dommage qu'on n'ait pas un peu parlé de tout ça. On a 1 heure de cocktail devant nous. Ouais. On va brièvement passer au petit jeu des mardis. Pardon de cette digression inutile. Donc tout d'abord... vous devez choisir entre les propositions qu'on va vous faire, donc Dakar en 2007, Dakar en 2012 ou le Paris-Dakar. Ça veut dire quoi, choisir entre ? Je sais pas. Qu'est-ce qui vous inspire le plus ? Alors, ce qui m'inspire le plus, c'est Dakar 2007, évidemment. Je ne vais pas reculer à ce stade. Une question à laquelle vous ne répondez jamais, mais on s'est dit que ça aurait quand même du panache de le dire au mardi et pas sur un grand plateau télé. Fillon ou Copé ?
Ah bah je vais pas répondre ce soir, je suis désolé. Non. Un indice. Hein? Un prénom. François. Non, pas ce soir. Vous savez, on choisit son moment. Mais je vais juste dire ceci, moi je cherche pas un chef, je cherche pas une ligne politique. Bon, j'ai la mienne, et puis on a fait campagne devant les Français, donc on en a une, et qui en gros est celle du discours de Villepinte, discours de la Concorde, du discours du Trocadéro et du discours de Toulouse. Voilà, donc je cherche pas une ligne politique, je cherche pas un candidat au présidentiel non plus. Je pense que ce sera ni l'un ni l'autre pour ce qui me concerne, voilà. Et voilà, donc je cherche, je l'ai dit, un animateur pour l'UMP qui va nous permettre de vivre avec nos différences le moins mal possible, voilà, et qui va faire que ce parti peut continuer à fonctionner. Voilà. Pour l'instant, c'est ça que c'est à cette question-là que je répondrai le moment venu, qui, hélas, ne sera pas ce soir. Vous vous êtes dit grand timide tout à l'heure. Pour laquelle de ces deux femmes seriez-vous à braver votre timidité? Trierweiler ou Royal? Alors là, pardon, mais les deux me font peur, donc... On parlait tout à l'heure de comprendre les préoccupations des Français pour bien savoir gouverner, pour pouvoir gouverner. Est-ce que vous connaissez le niveau de vie moyen d'un Français en euros? Non, parce que je considère que les moyennes sont une stupidité absolue. Le médian? Mais je peux vous dire qu'il y a à peu près les 2/3 des ménages français qui vivent avec moins de 2500 € par mois. Voilà. C'est très bien. Le prix d'un pain au chocolat, de préférence à Meaux? Moi, j'adore les pains au chocolat, mais ils n'ont vraiment rien à faire en politique. Dernière partie sur la vie des députés. Est-ce que vous connaissez le taux d'absentéisme de Jean-François Copé? Non, mais je pense que ça aussi, ça veut rien dire. Jean-François Copé, il est patron d'un parti politique. Enfin, il est secrétaire général d'un parti politique. Élu du peuple. Oui, mais il est élu aussi du peuple. Le peuple sait qu'il est secrétaire général d'un parti politique. Donc sa contribution à la vie publique et au débat public, elle ne peut pas être la même que celle du député qui ne fait que ça, qui n'a... Voilà, mais vous savez, qui vient qui vient un jour et demi ou 2 jours par semaine à l'Assemblée, bon, il est coincé là et donc il vient partout. Non, je pense que ça veut rien dire. Il faut voir ce que font les gens, ce que les gens apportent à la démocratie, apportent au débat public. On pourrait parler des heures de la façon dont se déroule le travail à l'Assemblée nationale. Vous voyez, moi je devrais être là-bas plutôt qu'ici ce soir. Mais voilà, vous m'avez convaincu que ma contribution serait peut-être plus utile ici que là-bas. Mais il faut comprendre d'en plus que l'Assemblée nationale, aujourd'hui à l'Assemblée, tout est fait pour que les gens ne travaillent pas. Tout est fait pour qu'il reste le moins possible. Il n'y a aucun vrai moyen de travailler. Alors c'est un peu la faute peut-être du parlementarisme rationalisé de la Ve République, mais c'est beaucoup la faute aussi de la démagogie qui fait qu'on ne veut pas donner de moyens aux élus pour qu'ils puissent réellement travailler. Comme il n'y a pas de moyens, on n'a pas envie qu'ils restent, parce qu'il n'y a pas de place, parce qu'il n'y a pas de collaborateurs, parce qu'il n'y a rien du tout. Voilà, vous parlez de moyens financiers, un député a environ 11 000 € par mois, sans compter l'enveloppe pour un collaborateur avant la réduction. C'est beaucoup d'argent. Parce qu'il faudrait qu'il paye aussi ses collaborateurs. Non, c'est quand même beaucoup d'argent. Vous avez tout à l'heure dit, vous savez, le niveau de vie français moyen. Vous avez, il y a trois parties. Une partie pour les collaborateurs. Celle-là, pardon, je la laisse de côté. Mais avec le budget qu'on y consacre, il est impossible pour un député actif de pouvoir réellement travailler. C'est 9 000 €. Il doit avoir un collaborateur dans sa circonscription. Il doit avoir un collaborateur à l'Assemblée. Et un collaborateur à l'Assemblée, c'est insuffisant pour un député qui travaille. Voilà. Donc c'est bien gentil. Ou alors vous les payez tous avec un lance-pierre et on se plaint que les collaborateurs sont exploités. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a une deuxième enveloppe qui est appelée frais de représentation. Ah oui, le député, il a un certain nombre de frais qui sont... il loue sa permanence, il a des charges, voilà, il a des frais de représentation, comme beaucoup de gens. Il se trouve la seule différence avec un cadre du privé, c'est d'abord que l'enveloppe, elle est plafonnée. Elle est plafonnée aux alentours de 7 000 et quelques €. Et il n'a pas de justificatif à fournir.
Alors on peut dire c'est scandaleux. Non, mais on peut dire c'est scandaleux. Mais le jour où il est obligé de fournir des justificatifs à tout, ça veut dire que le député n'est plus libre. Chaque fois qu'il va inviter quelqu'un, chaque fois qu'il va se rendre quelque part, on va savoir exactement ce qu'il fait. Donc c'est un choix, mais c'est un choix qui pose un problème à la démocratie. C'est le choix du privé. Comment ? C'est le choix des notes de frais dans les entreprises. Ah oui, mais je n'ai pas compris qu'entre un mandat de député et les notes de frais dans le privé, puis je vais vous dire, les justificatifs, plus vous montez dans la hiérarchie, moins ils sont drastiques, mais voilà, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, oui, que l'entreprise ait envie de savoir ce que fait son cadre supérieur ou dirigeant, je trouve ça assez normal. Mais moi, que le député d'à côté socialiste sache ce que je fais et qui je vois, j'ai pas envie. Enfin, je veux dire que voilà. Et alors reste le traitement de base. Le traitement de base, ça peut vous paraître excessif, mais ça doit être en net quelque chose comme 5 600 € à peu près. Vous savez quel est le loyer à Paris pour loger une famille ? Très cher. Famille de 3 enfants, par exemple ? 2500. 2500 €. Ça dépend le mètre carré. C'était le marché d'avant, ça. C'était il y a longtemps. Hein. Voilà. Non, alors on me dit, vous n'êtes pas obligé d'habiter à Paris. Ouais, d'accord, mais enfin, j'ai une famille. Les Yvelines. Vous pouvez habiter dans les Yvelines. Oui, mais ma famille, elle compte aussi. Voilà. Famille, elle compte aussi. Donc, c'est intéressant, mais je veux bien faire des efforts. C'est-à-dire que ce traitement, je reconnais qu'on perd toujours sur ce terrain, parce que c'est un terrain démagogique. Évidemment, quand vous dites ça à l'ouvrier de chez Renault ou à la caissière de supermarché qui au SMIC a un enfant élevé et n'arrive pas à joindre les fins de mois, et encore quand elle a le SMIC, évidemment, on va toujours trouver que c'est trop. Simplement, c'est pas non plus la marche au sacrifice. Je veux dire, c'est énormément de sacrifices, en réalité. Voilà. Moi, c'est la moitié de ce que je gagnerais à la Cour des comptes où je ne serais pas accablé de travail, et c'est le 5e ou le 6e de ce que je gagnerais en ayant consacré mon temps à faire une carrière de cadre dirigeant plutôt que de cadre supérieur. Donc, je veux bien faire des efforts, mais je n'ai pas honte de ce que je gagne. Je pense que ça n'est pas assez, qu'on n'a pas assez de moyens, et je l'assume. Voilà. On peut trouver ça honteux, ça m'est égal. Je l'assume. Les gens ne sont pas obligés de voter pour moi. Voilà. J'assume parfaitement cette idée. C'est pas comme beaucoup de mes collègues, quand ils sont dans les coulisses, en dehors des yeux du public, ils disent « Oh là là, c'est scandaleux, on va encore nous réduire nos émoluments, on ne gagne pas assez, on n'a pas assez de moyens. » Dès qu'ils sont en public, ils ont peur de l'assumer. Ils n'ont qu'à faire un autre métier. Si vous n'êtes même pas capable d'assumer ça. Vous savez, il y a un journaliste, il m'a dit « Vous vous rendez compte, 14 000 € pour le président de la République, c'est beaucoup d'argent. » Puisqu'on arrête. Ah bon ? Ah bon ? Mais le footballeur qui gagne des millions par mois, ça c'est pas beaucoup d'argent. Le chanteur qui gagne des millions par mois, c'est pas beaucoup d'argent. Le patron de salle de marché qui gagne des dizaines de millions, c'est pas beaucoup d'argent. On est d'accord là-dessus. Mais il y a aussi une hiérarchie des valeurs dans une société. Et je vous rappelle en plus que lorsque le député il est viré, il n'est pas viré avec des indemnités. Moi, c'est très intéressant, mais tous mes camarades qui ont travaillé dans l'entreprise, chaque fois qu'ils ont été virés, ils se sont achetés une maison. Bon, ben oui, parce qu'ils négociaient très bien leurs indemnités. Mais quand vous êtes viré, vous n'avez pas d'indemnité. Hein, on vous remercie, on vous paye pendant quelques mois, et puis on vous dit au revoir. Bon, on dit, le ministre, il est payé 6 mois. Ben, le cadre, il a combien de minimum d'indemnité conventionnelle quand il est viré, sans parler des dommages et intérêts parfois mirobolants quand il s'agit d'un cadre dirigeant. Donc voilà, tout ça, ouais, moi j'assume, et puisque vous avez porté le sujet sur l'absentéisme, vous avez abordé ce sujet. Moi, je trouve que le député n'est pas très bien payé. Voilà. Je trouve que les moyens dont il dispose pour travailler sont misérables. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux ne travaillent pas, parce qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Et que tout est fait pour qu'ils ne travaillent pas. Ça, vous trouvez ça pas bien ? Eh bien, tant pis. Voilà. Moi, je l'assume parfaitement. J'assume parfaitement. On peut me dire, mais ouais, allez habiter à 2 heures de Paris. Moi, j'ai décidé de faire de la politique nationale. En plus, donc ouais, je suis, ouais, ben, j'habite à Paris, ouais, j'habite à Paris depuis 20 ans. Voilà, et quand je suis allé dans ma circonscription, c'était très intéressant. On m'a dit, ah, vous êtes un parachuté. On m'a dit, vous êtes
Donc il y a 13 communes dans ma circonscription. À part ma suppléante qui était maire d'une commune, les 12 autres étaient contre moi. Il y en avait 11 qui soutenaient un maire, parce qu'ils s'étaient partagé les places. Bon, voilà. Et puis un autre qui s'était présenté à son nom propre. Et alors on me disait dans les réunions publiques, quelqu'un m'a dit un jour, mais vous avez quelles attaches avec cette circonscription? J'ai dit, vous savez, je n'y suis pas né, je n'y ai pas travaillé, je n'y ai pas fait mes études, mes parents non plus, mes grands-parents non plus, mes arrière-grands-parents non plus, voilà. Je n'en ai aucune. Bon. Alors, on m'a dit, est-ce que vous comptez y habiter? J'ai dit non. Et j'ai été élu, c'est marrant. Mais voilà, mais j'assume, et puis j'aurais pas été élu, j'aurais dit, bah, très bien, on n'est pas... Voilà, j'ai bien l'intention de faire pour autant mon métier de député le plus correctement possible. Voilà, et les gens ont choisi, ils avaient tout sur la table, tout en main. Voilà, et je rajoute à ça que, effectivement, je ne trouve pas que le traitement qui est fait aux députés soit indécent parce qu'il serait trop favorable. Je pense exactement le contraire, et je pense que vous tous, les élèves de l'ESSEC, quand vous allez faire votre vie professionnelle, je pense qu'à 40 ou 50 ans, vous demanderez beaucoup plus à vos employeurs que ce que l'État offre aujourd'hui. On va juste vous poser ce que la nation offre à ses question députés. Du petit jeu. Quelle est l'épaisseur des sourcils de Fillon? Quelle est l'épaisseur? L'épaisseur des sourcils de François Fillon. Alors ça, je ne les ai jamais mesurés, je sais pas. Ils sont moins épais que ceux de Pompidou, mais... C'est une bonne estimation. On va donc passer maintenant aux questions du public. On va prendre 2 questions, 2-3 questions. Bonsoir. J'aimerais revenir sur les problématiques. Excuse-moi, quelques règles d'abord, si tu peux te présenter juste avant de poser ta question. Donc, je m'appelle Béatrice, je suis étudiante en première année à l'ESSEC. Je vous en félicite. Donc, vous avez voté non au référendum français sur le traité de Maastricht en 1992. Vous avez exprimé vos craintes concernant ce traité dans La France est-elle soluble dans l'Europe, un dialogue avec Daniel Cohn-Bendit. Vous avez également voté non au référendum français sur la Constitution européenne en 2005. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez voté par contre oui au traité budgétaire. Donc l'Union européenne est aujourd'hui en crise. Selon vous, dans quel sens doivent aller les réformes à mener pour l'Union européenne aujourd'hui? Alors d'abord, je pense qu'il faut arrêter, mais c'est très personnel, je pense qu'il faut arrêter de faire des réformes institutionnelles. Cette espèce de fuite en avant, au fur et à mesure que on échoue, que le projet fédéral échoue, on le pousse un peu plus loin. Voilà. C'est-à-dire le projet fédéral, ça consiste à dessaisir les nations au profit d'institutions supranationales. Donc, ça ne sera jamais démocratique parce que l'Europe est faite de peuples différents, peut-être dans 500 ans, j'en sais rien, donc il n'y a pas de peuple européen. La meilleure façon de faire de la démocratie, c'est l'intergouvernemental. On a d'ailleurs sauvé l'Europe au cours des 5 dernières années, moi ça m'allait très bien, avec le Conseil européen, et pas ni avec le traité de Lisbonne, ni avec le Parlement européen, ni avec la Commission européenne. C'est le Conseil européen qui a permis de sauver l'Europe. Pourquoi ? Parce que la seule manière de remettre de la volonté et de la responsabilité politique dans l'Europe, c'est de confier le maximum de responsabilités à ceux qui sont eux-mêmes responsables devant leur peuple. C'est-à-dire que quand vous sortez d'une réunion de chefs d'État et de gouvernement, ben vous rentrez chez vous et vous avez des comptes à rendre. Vous avez des comptes à rendre directement parce que pour les gens, vous avez un visage, vous avez une responsabilité. Madame Merkel, elle est responsable. Le député européen, personne ne le connaît, même en Allemagne, je veux dire, il est responsable de rien. Le commissaire européen, il est encore moins responsable. Mais le Premier ministre ou le chef d'État, il est responsable. Et donc moi, mon sentiment aujourd'hui, c'est que ce qui s'est passé pendant la crise, en installant le Conseil européen à une place qu'il n'avait au fond jamais eue dans l'histoire de l'Europe, dessine la meilleure voie possible pour l'Europe de l'avenir. Il faut que nous remettions de la responsabilité et de la volonté politique en Europe. L'Europe, elle a changé de cap et de nature au milieu des années 80. Il faut en être conscient. Avant, dans l'Europe des pères fondateurs, il s'agissait de s'unir pour faire ensemble des politiques. On appelle ça des politiques communes, des vraies. Il s'agissait d'agir ensemble. À partir du milieu des années 80, et de l'élargissement, on a décidé de dépolitiser l'Europe.
C'est une entreprise absolument unique dans l'histoire du monde et unique dans le monde d'aujourd'hui. Dépolitiser la société, dépolitiser l'économie. Il fallait absolument que la politique n'ait plus sa part. Pourquoi ? Parce qu'on avait tellement de mal à décider ensemble à cause de l'élargissement que le mieux c'était de mettre l'Europe en pilotage automatique. Il n'y a pas une autre région au monde où les choses se passent comme ça. Il n'y a pas un pays au monde où les choses se passent comme ça. Et le résultat, c'est qu'il n'y a plus de volonté politique et plus de responsabilité. Donc l'Europe ne défend pas ses intérêts. L'Europe ne défend pas les intérêts de ses citoyens. Elle ne défend pas les intérêts de ses entreprises dans le monde. Et donc ce projet qu'on nous avait vendu comme un projet permettant à donner à l'Europe de la puissance et de la croissance, nous a donné de l'impuissance et de la décroissance. Voilà, parce qu'il n'y a plus de politique. Et là, on touche du doigt, la politique, c'est pour le meilleur ou pour le pire, mais c'est la volonté humaine dans l'histoire, et quand il n'y a plus de volonté humaine, eh bien, on est ballotté par le destin, voilà, c'est par la fatalité. Donc l'Europe aujourd'hui, son problème, c'est de reconquérir cette volonté, c'est à nouveau de se défendre ses intérêts dans le monde. Hein, c'est tout le problème des frontières de l'Europe. Aux États-Unis, avec le Buy American Act, chaque fois qu'on dépense $1 d'argent public, on doit faire appel à des entreprises qui produisent sur le sol américain. Aux États-Unis, sur le sol américain. C'est-à-dire que quand vous faites un plan de relance, si vous mettez un peu d'argent dans le plan de relance, tous les contrats qui sont passés dans le cadre de ce plan de relance doivent s'adresser à des fournisseurs qui produisent sur le sol américain. En Europe, c'était le sujet du discours de Villepin pendant la campagne électorale, on a tout ouvert, on est les seuls au monde, sans aucune contrepartie. C'est fou. La politique de la concurrence européenne, ça c'est une des premières réformes à faire. Elle est complètement folle. Ça n'existe nulle part ailleurs. On préfère en Europe qu'une entreprise européenne soit rachetée par un Américain, une entreprise américaine, une entreprise chinoise, que par une autre entreprise européenne. Sous prétexte que quand vous êtes trop gros, vous êtes forcément en abus de position dominante. Donc en Europe, on poursuit la présomption d'abus de position dominante, ça n'existe nulle part ailleurs. Ailleurs, on poursuit l'abus avéré de position dominante. C'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, il n'y a plus de politique, on ne fait pas de politique industrielle, pas de politique commerciale, pas de politique de change, pas de politique monétaire. Il y a un moment où ça devient intenable. Il y a un moment où l'Europe, et c'est ça le drame de l'Europe aujourd'hui, devient la variable d'ajustement de toutes les autres politiques du monde et la victime expiatoire de tout ce que font les autres, de tous les dumpings. Voilà. Comme on ne gère pas la monnaie, c'est très bien. Quand tous les autres dévaluent, la nôtre, elle monte. C'est très bien, simplement, quand l'euro est à $1,50, il ne peut plus y avoir d'industrie en Europe. Voilà, il ne faut pas s'étonner après des résultats. On a une deuxième mais c'est ça le sujet. Voilà, le sujet, le problème de l'Europe aujourd'hui n'est pas de savoir comment elle va décider, mais ce qu'elle va décider. Et sa première question d'ailleurs qui lui est posée, c'est va-t-elle devenir la seule zone, le seul îlot de déflation dans un monde d'inflation? Si c'est le cas, je vous le dis, il n'y aura plus d'Europe. Voilà, il n'y aura plus d'euro, plus d'Europe, et la démocratie, elle sera un peu en danger sur ce continent. Voilà. Deuxième question par ici. Bonsoir, je m'appelle Antoine Blanc, je suis en première année à l'ESSEC. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir préféré le grand amphi à l'hémicycle ce soir, mais moi vous m'avez un peu frustré et déçu à 2 reprises ce soir. Déçu parce que vous avez critiqué la phrase de Lionel Jospin selon laquelle l'État ne peut pas tout. Bon, je ne suis pas particulièrement fan de Thatcher, mais je pense que l'État en effet ne peut pas tout, mais vous connaissez mieux que moi le métier de politique, et je trouve que votre position et votre posture quasi existentialiste de dire on ne se déresponsabilise pas et on assume les responsabilités qu'on a est plutôt courageuse. Et à plusieurs reprises dans le débat ce soir, vous avez dit, quand on vous posait la question, ou quand on questionnait le bilan de Sarkozy ou de l'UMP depuis 1995, ah oui, mais vous ignorez pas qu'on a quand même une grande crise, ce qui me semblait être un peu en contradiction avec la posture que vous évoquiez plus tôt, et frustré parce que justement quand Florian, qui vous a posé la question de la fracture sociale, a évoqué ensuite le bilan de Sarkozy, encore une fois vous avez évoqué la crise, et la fracture sociale et l'idée de la justice sociale, ça ne me semble pas une question de petite politique, et vous pouviez développer plus que ça, plus que vous ne l'avez fait, sur un sujet qui était plus profond que ce que vous appelez la petite politique,
Donc c'est ça qui m'a frustré. Je vous remercie. Sur Jospin, c'est une position morale et je n'en changerai pas. C'est-à-dire qu'à force de dire j'y peux rien, voilà, l'homme politique qui dit j'y peux rien, c'est un homme politique qui fuit ses responsabilités. Voilà, je ne dis pas que l'État est capable de résoudre tous les problèmes. Je le sais bien. Mais justement, je veux que l'homme politique, il assume son intervention et sa non-intervention. Voilà. Quand je décide de ne pas intervenir, eh bien je l'assume. Et j'explique aux gens pourquoi. Et non, je ne dis pas je ne peux pas. Non, je dis je ne veux pas. Je ne veux pas intervenir. En voici les raisons. Donc c'est une position morale et celle-là, moi je ne m'en départirai jamais. Votre deuxième remarque, je vais y répondre de la façon suivante. Est-ce que vous avez conscience de ce qui s'est passé au cours des 5 dernières années? Est-ce que vous avez conscience qu'à la fin de l'année 2008, le monde est passé à côté d'un cataclysme sans précédent? Voilà. Est-ce que vous en avez conscience? Moi, évidemment, c'est toujours compliqué. Quand on évite un cataclysme, tout le monde a l'impression qu'au fond, il ne s'est pas passé grand-chose. Eh bien si, il s'est passé énormément de choses. Alors Sarkozy, encore une fois, il a des défauts, mais si vous voulez, personne au monde n'aurait pu empêcher le chômage d'augmenter dans cette période. Personne. Ni en France, ni aux États-Unis, ni en Grande-Bretagne, ni en Espagne, ni au Japon, ni en Allemagne, nulle part. Alors après, chacun a résolu le problème à sa façon. Vous savez, moi, vous me rappelez tout à l'heure, je me suis fait licencier, c'est même pas un licenciement d'ailleurs, révoquer du plan. C'est Chirac qui était président de la République, mais c'est M. Jospin qui l'avait demandé. Pour avoir dit qu'en France, il n'y avait pas à l'époque 3,5 millions de chômeurs, mais 7 millions de personnes directement concernées par les difficultés de l'emploi. Et c'est quand même très, très intéressant cette histoire de chômage. On avait comparé ce qui se passait d'un pays à l'autre. En réalité, tous les pays avaient les mêmes problèmes, simplement certains cachaient les chômeurs dans les invalides du travail, les Anglais ou les Néerlandais par exemple. Donc il y a une catégorie de gens qui étaient très, très nombreuses, dont on disait ceux-là, ils sont tellement mal partis qu'on les dispense de toute recherche d'emploi, ils ne sont plus dans les statistiques du chômage. Bon, très bien. Et puis il y avait des pays qui préféraient les travailleurs pauvres aux chômeurs. Enfin c'était pareil, parce que voilà, les travailleurs pauvres, ils n'arrivaient pas non plus à vivre. Hein. Donc chacun faisait des choix différents. C'est comme l'endettement. Il y a des pays comme la France où l'État s'endettait à la place des ménages, des pays comme l'Angleterre ou l'Espagne où les ménages s'endettaient à la place de l'État. Bon, à l'arrivée, tout le monde est exactement dans la même situation. Mais quand on arrive devant une crise comme celle que nous avons vécue et qui a impacté tout le monde, quelle que soit encore une fois la manière dont chacun y a répondu pour essayer de colmater les brèches, vous êtes bien obligé de reconnaître que vous ne pouviez pas avoir une augmentation du pouvoir d'achat, pas avoir une diminution du chômage et une réduction des fractures sociales. C'est pas possible. Tout ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est éviter la catastrophe et essayer de limiter les dégâts. Et je vais vous dire, sur le bilan de Sarkozy, si tant est qu'on puisse tirer un bilan d'une histoire qui continue à s'écrire tous les jours, si le président de la République française n'avait pas été président de l'Union européenne à ce moment-là, d'abord l'Europe aurait explosé. Parce que vous vous souvenez peut-être pas, mais c'était très bien parti. Hein, c'est très bien parti. Les Irlandais prenaient des dispositions pour se protéger, qui impactaient les Anglais, qui voulaient prendre des mesures de rétorsion contre les Irlandais, et ça se passait sur tout le continent. Bon. C'est parce que le président de la République a réuni à Paris les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro et le patron de la Banque Centrale Européenne qu'on a pu éviter cette catastrophe. Ça ne s'était jamais fait dans l'histoire de l'Europe et de l'euro. Ça n'était prévu par aucun traité. Je me souviens ce que disaient les diplomates, ils disaient mais Monsieur le Président de l'Europe, il n'est pas habilité à faire ça, mais on ne peut pas prendre cette initiative, et personne ne viendra. On doit, quelles que soient les opinions politiques de chacun, on doit à l'énergie de cet homme d'avoir réussi à les faire venir, à les enfermer dans une salle, à les faire travailler ensemble pendant plusieurs heures et à les faire décider ensemble. Voilà.
Moi, cette Europe-là, elle me convient, mais ça ne s'est pas fait tout seul. Et on a évité une première catastrophe, l'explosion de l'Europe. Il y en a une deuxième, ça va faire sourire aussi, mais c'est le G20. Ben, le G20, c'est une idée française. C'est une idée que le président de la République a imposée à ses partenaires européens. C'est une idée qu'il a réussi à imposer aux Américains. Moi, j'étais à Camp David quand on est allé voir le président Bush. Les Américains n'en voulaient à aucun prix. Ils avaient peur d'être mis en accusation par le monde entier. Bien, on leur a arraché au forceps le G20. Et le G20 n'a pas tenu toutes ses promesses, mais il en a tenu une qui est absolument essentielle. C'est que si on n'avait pas pu réunir le G20 début de l'année 2009, la crise de confiance ne pouvait pas être jugulée. Si on n'avait pas pu mettre les 20 chefs d'État et de gouvernement des plus grands pays du monde autour de la table, il n'y avait plus rien. Et ce qui se serait passé, c'est l'effondrement de tout le système bancaire mondial, l'effondrement de toute l'économie mondiale. Et quand on parle de la mondialisation, de la globalisation financière, il faut se dire une chose. Si c'était arrivé, le monde se serait réveillé plus pauvre que 30 ou 40 ans auparavant. Et ce qui serait advenu de la démocratie dans nos pays développés, personne ne le sait. Parce que imaginez la queue devant les banques de tous les Français essayant de récupérer leurs économies qu'ils n'auraient pas pu récupérer. Et imaginez ce que ça aurait donné sur le plan politique. Voilà, oui, il y a eu une crise. Oui. Il y a eu une crise terrible qui a pris beaucoup d'énergie, qui a créé beaucoup de souffrance dans beaucoup de catégories sociales, chez beaucoup de gens. Et oui, la société, elle est plus malade aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise. Encore plus malade. Oui, la fracture sociale, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, elle n'est pas plus réduite aujourd'hui, ou les fractures sociales, qu'elle ne l'était il y a 5 ans. C'est pire. C'est pire que du temps de Chirac, c'est pire qu'il y a 5 ans. Mais ça aurait été pire pour n'importe qui, ça aurait pu être bien pire. Ah, je sais, c'est toujours difficile de dire aux gens « Ah, on n'a fait que moins 2 de récession, alors qu'on aurait pu faire moins 6. » Ah oui, évidemment, c'est assez difficile. Les gens, ils voient le moins 2. Ah oui, ça, le pouvoir d'achat n'est pas terrible, mais ça aurait pu être désastreux. Mais les gens, ils voient juste que leur pouvoir d'achat, effectivement, il n'est pas terrible. C'est vrai. Alors oui, la dette a augmenté, les fractures se sont creusées, le chômage a augmenté, le pouvoir d'achat est en berne, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. La question quand même que l'honnêteté intellectuelle oblige à se poser, c'est que se serait-il passé sinon ? Alors, je ne sais pas si la réponse est frustrante, mais en tout cas, je vous la donne en conscience, et moi je me sens très à l'aise avec ma conscience, pas du tout avec les malheurs de la société, mais avec ce qui a été tenté et ce qui a été fait pendant cette période extraordinairement difficile. Nous verrons comment nos successeurs abordent la période suivante. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils fassent au moins aussi bien, parce que ce à quoi on a échappé, je ne voudrais pas qu'on tombe dedans dans les mois ou les années qui viennent. Je ne me le souhaite pas, je ne vous le souhaite pas. On verra. Alors rapidement, une dernière question et on passe au cocktail. Chacun est libre de venir un peu. Alors bonsoir, je m'appelle Séverine Serre. Je partage tout ce que vous venez de dire, monsieur Guénaud. Je suis juriste de formation. J'ai 37 ans. J'ai créé une fédération qui s'appelle la Fédération des juristes de France. Et j'ai eu le grand honneur d'être interviewée par la commission d'Arrois, donc qui avait été créée par monsieur Nicolas Sarkozy. Et je veux préciser que j'ai voté pour lui et que je suis très fière qu'il ait présidé notre pays pendant 5 ans. Même s'il y a quelques petites choses peut-être sur lesquelles j'aurais plaisir à discuter avec vous et avec lui. Et justement, donc vous avez parlé tout à l'heure du modèle fédéral et de l'Europe. Donc je fais le constat comme vous d'une certaine forme d'inertie de l'Europe, et je suis profondément européenne puisque j'ai travaillé 2 ans à l'étranger très jeune au moment de la création de l'euro. Donc je voulais vous poser la question suivante, parce que je vous ai entendu prendre un exemple en revanche sur le modèle des États-Unis, qui est un modèle fédéral, même si c'est un modèle un peu hybride, plutôt de confédération.
Et vous mettez en avant donc l'exemple très positif du Buy American Act. Voilà, ma première question, c'est donc ne pensez-vous pas finalement que l'on peut construire une fédération hybride qui soit peut-être moins inerte sur les sujets sur lesquels aujourd'hui l'Europe l'est et que vous avez cités? Et ma deuxième question, pour faire le lien un peu plus avec le domaine que je connais le mieux, et qui est là, je dirais, la question de profession réglementée, avec parallèlement des jeunes qui sont diplômés à Master 2 en masse, et qu'on a de grandes difficultés à insérer donc c'est encore plus compliqué après la crise, les crises que l'on vient de traverser. Et donc ma question est la suivante. Aujourd'hui, nous avons 1 880 000 chômeurs entre 26 ans et 54 ans, dont beaucoup plus qu'on ne le croit sont hautement diplômés. Donc quel est votre regard sur cet élément-là, en sachant qu'on va donc favoriser l'emploi soit de très jeunes, soit de personnes de plus de 55 ans, en allégeant complètement les charges, et que évidemment c'est 1 880 000 personnes qui sont en chômage total entre 26 et 54 ans ne vont donc pas être privilégiées pour l'emploi. Donc voilà, je voulais vous poser cette question. Et voilà, je m'arrêterai là, même si j'aimerais beaucoup parler avec vous des heures. Voilà. Un cocktail pour ça. Bon, je vais essayer de répondre le plus vite possible, sinon le cocktail va passer à l'as, ce qui serait dommage. Donc, d'abord sur l'idée fédérale, les États-Unis ne sont pas construits de la même façon que l'Europe. Voilà, les États-Unis c'est un pays neuf, c'est un pays qui s'est construit à partir de rien. Bon. L'Europe c'est un continent qui se construit à partir de très très vieilles nations, d'États-nations, mais aussi de vieilles provinces. C'est une histoire très différente. Et l'histoire de chaque pays est elle-même différente. On est l'Allemagne, un des plus vieux États d'Europe, c'est la Bavière, par exemple. Bon, voilà. Donc, dans l'Allemagne fédérale, il y a cette réalité-là aussi de très vieux États qui ont précédé très largement l'État fédéral. Et je ne crois pas qu'on puisse imaginer de construire des États-Unis d'Europe sur le modèle des États-Unis d'Amérique. Je pense que c'est une vue de l'esprit qui nous entraîne dans une fuite en avant qui est absolument sans issue. Et pour arriver à mettre tout le monde d'accord, on fera ce qu'on fait depuis la milieu des années 80, c'est-à-dire qu'on se mettra d'accord sur rien, sur le vide, hein, c'est-à-dire sur plus de politique du tout. Alors, et si on n'a plus de politique du tout et qu'on est les seuls au monde à ne pas avoir de politique du tout, eh bien on sera les victimes du reste du monde. Voilà, je continue à être convaincu que ça n'est pas une voie possible et que la comparaison avec les États-Unis est totalement inopérante. La deuxième remarque sur le chômage, c'est un débat, il faudrait la soirée, mais d'abord je ne crois pas qu'on puisse combattre le chômage par ce qu'on appelle la politique de l'emploi. Je pense qu'on ne combat le chômage que par la politique économique. Voilà. Donc si vous faites des politiques, encore une fois, des politiques de concurrence, des politiques commerciales, des politiques monétaires, des politiques budgétaires, des politiques fiscales qui tuent le travail, qui tue l'emploi et qui tue la production, eh ben vous avez le résultat de ce que vous avez décidé de faire. Voilà. Et nul n'y échappera, pas plus les diplômés que les pas diplômés. Voilà. Oui, il y a un problème de charge. Bon, eh ben, vous voyez la difficulté qu'il a pu y avoir pour essayer de basculer les charges qui pèsent sur le travail sur une autre assiette. Et pour tout le monde, pas pour les jeunes ou pour les vieux. Bon, mais si vous acceptez des basculements massifs, alors on peut le faire pour tout le monde. Voilà. Mais il est absolument aberrant, si on y réfléchit 2 minutes, que l'entreprise supporte des charges fixes liées aux prélèvements sociaux, aux prélèvements fiscaux. Elle a déjà assez de charges fixes comme ça. Les charges fixes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la seule variable d'ajustement, c'est le salaire et l'emploi. C'est-à-dire virer les gens, vous les payez moins. Si les salaires sont un peu rigides, il ne vous reste plus qu'une solution. Chaque fois qu'il y a un petit problème, il y a un problème de conjoncture, il y a un problème de carnet de commandes, et vous virez les gens. Voilà, c'est parce que c'est votre survie qui en dépend. Moins il y aura de charges fixes, et mieux ce sera. Moins il y aura de charges qui porteront sur le travail, et mieux ce sera.
Voilà. Moins on aura une monnaie surévaluée par rapport à tous les autres, et mieux ce sera. Mais si vous ne vous occupez pas de ces problèmes-là, vous ne ferez pas reculer le chômage. Et il n'y a rien de pire que ces discours qui consistent le matin à expliquer que l'euro très fort, c'est vachement bien, que taxer le travail, c'est très bien, qu'il n'y a pas de problème de coût du travail, consiste à expliquer qu'on peut surtaxer les entrepreneurs, c'est pas grave s'ils s'en vont, et puis l'après-midi de pleurer sur la désindustrialisation, le chômage et les fractures sociales. Voilà. Mais c'est un problème global, c'est pas juste un problème, c'est pas le problème du ministre du Travail, hein. C'est beaucoup plus profond et beaucoup plus vaste que ça. Ça concerne là encore à la fois les règles que le G20 voudra bien mettre dans le commerce international et dans la finance internationale. Ça concerne la façon dont l'Europe se protégera contre les dumpings et fera une politique de la concurrence et des politiques industrielles, et où la France pour elle-même adoptera un système fiscal, sera capable d'investir. Voilà, si on ne se bat pas sur ces trois fronts, on n'a aucune chance d'y arriver. Pour finir, je vais vous dire ceci, le problème, ce n'est pas l'impuissance de la politique, c'est sa défaillance. Voilà. C'est pas que les politiques peuvent rien faire, mais le G20, c'est la politique placée au-dessus de l'économie. Mais si les membres du G20 ne veulent pas changer réellement les règles du jeu, ben, ce qui va se passer est très simple, le monde ira à l'abîme et on refera le chemin des années 30. Voilà, mais c'est pas l'impuissance de la politique, c'est que les politiques qui doivent décider ensemble, parce qu'on ne décide pas tout seul, on peut décider certaines choses pour soi, mais beaucoup de choses se décident avec les autres. Pas aujourd'hui, toujours. Ben, s'ils ne veulent pas décider ensemble pour changer les règles du jeu, eh bien nous irons à la catastrophe, et alors vous aurez encore beaucoup plus, croyez-moi, de chômeurs que nous en avons aujourd'hui. Voilà, mais ça nous concerne tous. Monsieur Guénaud, merci d'avoir participé à ce débat. Nous vous invitons à poursuivre cette discussion de manière plus informelle, donc autour de cocktails organisés à la cafétéria. Merci à nos partenaires, le cabinet de conseil WIV, le cabinet de conseil Mazars et le groupe La Poste. Et nous vous donnons rendez-vous le 27 novembre pour la venue de l'islamologue et philosophe Tariq Ramadan. Merci à vous.